Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Mathieu Rollin, producteur et directeur du studio Amopix. On parle entre autres de l'évolution de son activité, du travail d'un producteur et des festivals de films et de films d'animation. Je suis accompagné de Victor qui sera co-host sur cet épisode. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Bonjour à tous. Petit épisode un peu spécial aujourd'hui. On a Victor qui m'accompagne sur le host du podcast. On va essayer de plus en plus de faire ça. Ça va permettre juste de pimenter un peu l'échange aussi. Donc merci Victor de m'accompagner aujourd'hui pour cet épisode. Avec plaisir. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a voulu un petit peu tester quelque chose de nouveau avec un double host. Donc c'est chose faite aujourd'hui, on verra sur les prochaines qui sera le suivant peut-être, mais voilà, avec plaisir. Yes. Et du coup aujourd'hui on te reçoit Mathieu, enchanté, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est trop cool. Bonjour, avec plaisir. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, tu peux un peu présenter ton parcours, est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors mon parcours, est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai au sein d'une seule société eu plusieurs vies, puisque en fait mon CV c'est celui de ma société qui s'appelle Amopix, puisqu'en fait c'est mon expérience professionnelle vient de cette société qui a aujourd'hui 22 ans et qui représente exactement la moitié de ma vie, puisque je l'ai montée tout juste avant mes 22 ans. Et en gros j'ai commencé à Strasbourg, début 2002, en tant que motion designer autodidacte, pour vous resituer le cadre historique, parce que c'était il y a plus de 20 ans. On avait des écrans 15 pouces, on avait des résolutions en 1024. L'ADSL commençait à arriver et on tournait sur des cassettes mini DV. Voilà. Donc pour vous aujourd'hui c'est la préhistoire. Pour nous c'était déjà pas mal. Donc forcément chemin faisant, j'ai évolué avec les techniques, j'ai évolué avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Pendant 22 ans et de motion designer autodidacte qui allait chez Surcouf à l'époque acheter des bouquins mal traduits pour essayer de comprendre comment on pouvait maîtriser un logiciel qui s'appelle After Effects, et c'était plutôt pas mal qu'il soit mal traduit parce qu'en fait ça m'a permis de comprendre là où les traductions n'étaient pas bonnes, de fouiller par moi-même et finalement de saisir les profondeurs du logiciel. Et en 2011, j'ai commencé à être détecté par France Télévisions Signature qui avait une antenne à Nancy, qui a toujours une antenne à Nancy d'ailleurs, et qui m'a sollicité pour commencer à monter une équipe de compositing artistes. Pour ceux qui connaissent un peu After Effects, moi je le compare à cet être vert et gluant qu'on a dans Ghostbusters qui s'appelle Bouffe-Tout. En gros, After, tu lui donnes ce que tu veux et il le prend. Et ce logiciel te permet et de faire de l'animation et de faire du compo. Moi je m'étais tourné vers le compositing et du coup ça m'a permis de me faire repérer, de monter des équipes et puis finalement de travailler sur un premier long métrage qui s'appelait Couleur de peau miel, qui a été livré début 2012 et qui a eu une belle carrière en festival. Alors moi je connaissais pas les festivals, je connaissais pas Annecy, je connaissais pas toutes ces choses-là et ça m'a ouvert à ce nouveau pan qui allait finalement devenir le pan le plus important je pense de ma carrière, le long métrage, court métrage et les séries d'animation qui aujourd'hui bercent mon quotidien. Donc je me retrouve effectivement à travailler sur tout un tas de différents films d'animation et à avoir évolué d'un motion designer indépendant, autodidacte, auto-formé à un gérant un gérant entrepreneur qui aujourd'hui pilote différentes sociétés à Strasbourg et à Annecy, puisqu'on vient de s'implanter à Annecy tout récemment. D'ailleurs pour les 22 ans de la boîte, c'était même pas fait exprès. Le jour des 22 ans, on a vraiment posé nos bureaux, hasard des calendriers, ça doit être notre bonne étoile et voilà. Donc on ouvre toujours des boîtes au printemps. Je sais pas, ça doit être un autre truc. On se dit la lumière arrive, on ouvre des sociétés. Aujourd'hui, on a différentes sociétés, donc des sociétés qui font de la production de films de publicité. Et puis deux sociétés qui font de la production de films d'animation et studios d'animation. Donc voilà, en résumé assez succinct, 22 ans de carrière. Ok.
C'est un beau cadeau pour les 22 ans. Petite ouverture d'une branche à Annecy. Ouais, écoute, ça faisait longtemps que ça traînait. En fait, je crois que c'est ça a traîné parce qu'il y a eu le Covid qui nous a ralenti parce qu'on avait déjà ça quelque part en tête au début des années 2020 et il aura fallu 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que il fallait qu'on trouve la région qui selon nous était la plus adaptée à nos besoins et on a trouvé chaussure à notre pied à Annecy parce que on trouvait que il y avait des fonds d'aide qui étaient en adéquation avec ce qu'on cherchait, parce que pour comprendre ce qu'on fait, en fait, nous, on fait des films qui sont soutenus par des régions, soutenus par des départements, soutenus par le CNC et par d'autres. Donc, tu candidates, tu présentes ton dossier et t'espères, après avoir posé ton dossier, que 3 mois après, tu auras une réponse positive et bienveillante. Alors, parfois ça marche pas. Mais en tout cas, on a trouvé à Annecy qu'on était dans un territoire déjà sublimement beau. Pour ceux qui sont allés là-bas, on a l'impression d'être un peu aux Seychelles, mais au milieu des montagnes. Et donc forcément, c'est accueillant. C'est pas loin de Strasbourg. Pour les Alsaciens, puisqu'on est Alsaciens, c'est presque un chemin natif de départ pour les vacances. Donc toutes les cases étaient cochées en fait. Et puis surtout, on s'est retrouvés au sein d'autres studios d'animation à Annecy, mais où on n'avait pas l'impression de vampiriser un fond d'aide et de venir bousculer les choses. On avait vraiment le sentiment de se dire, si on voit ça comme une sorte de grand gâteau, on pense qu'on peut avoir notre part du gâteau, mais qui est à partager avec les autres. Et on a été bien accueillis, puisque les autres studios nous ont ouvert leurs portes, ouvert leurs talents aussi, c'est-à-dire que ils nous ont bien accueillis dans le sens où ils ont partagé des contacts, ils ont partagé des talents et on s'est dit voilà, c'est parfait. Aujourd'hui, on peut danser sur nos 2 jambes et on n'a plus que la jambe alsacienne. Il y a aussi la jambe en Haute-Savoie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on trouvait ça tout à fait idéal. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'aujourd'hui vous êtes complet? Tu parles de 2 jambes. Complet. Écoute, complet, c'est tu vois, il y a 1 an encore, on m'aurait dit tu collaboreras avec l'un des grands réalisateurs de cinéma contemporain. Je t'aurais dit ah oui, ah bon, pourquoi pas. J'ai cet espoir un jour de caresser ça. Mais donc il y a toujours des surprises. Donc complet. Je pense pas qu'on le soit un jour. En fait, on se nourrit de tout un tas d'expériences. Et ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'on s'ouvre. Aujourd'hui, on est en train de se questionner sur vraiment tout un tas de nouvelles choses. Donc, que ce soit dans la structuration des sociétés qu'on a ou dans l'usage des intelligences artificielles. Donc, non, j'ai vraiment pas l'impression d'être complet aujourd'hui. Mais c'est pas du tout un mal. Hein. C'est plutôt un bien. C'est-à-dire que si on est abouti, on n'a plus rien à faire. Et je préfère rester incomplet toute ma vie et essayer d'aller en avant sur tout un tas de choses que de me dire un jour chouette, j'ai coché toutes les cases, j'ai plus rien à faire. Non, j'espère que j'ai encore un sacré paquet de trucs à faire pendant 22 ans, voire plus. Et quand je vois des copains qui ont 60, 65 ans, dont on pourrait dire qu'ils ont fini leur carrière de producteur et qu'on voit qu'ils sont encore en train de lancer 3 longs métrages, des séries, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont envie de tirer ça le plus longtemps possible, tellement c'est un métier parfumé. Quand tu fais ça, c'est tellement enrichissant. Les gens que tu rencontres, les studios avec lesquels tu travailles, les talents que tu as l'occasion de voir, de croiser, qui sont des gens... tu vois, on a des gens qu'on rencontre qui ont 20 ans et qui ont déjà des façons de concevoir les choses qui sont absolument incroyables graphiquement. Non, on s'enrichit tous les jours. Hein. Franchement... Voilà, on avance. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus complet qu'il y a quelques temps, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un sacré paquet de choses à faire. Et bizarrement, plus j'avance, plus je me dis qu'il y a des choses à faire. Ouais, clairement. C'est un peu un métier de passion, quoi, finalement. Pour réussir à tirer au-delà de 65 ans, c'est que il y a des gens qui sont vraiment passionnés, quoi. Parle-en à ma femme. Effectivement, métier passion. Oui, je pense que c'est difficile de me faire parler d'autre chose que de ça, tellement ça me passionne. Mais finalement, je vois que j'arrive à embarquer entre guillemets beaucoup de gens pas à ma cause, mais à la cause de ce qu'on défend comme type de cinéma d'animation, que ce soit du court métrage, du long métrage, ou voilà, ça nourrit l'essentiel de
de nos conversations, que ce soit l'entrepreneuriat au sein des sociétés ou les projets qui nous habitent et ceux qu'on défend. Effectivement, c'est tu te couches cinéma, tu te lèves cinéma. Tu peux pas ne pas y penser avec ce que ça a de bon et ce que ça a de mauvais également. Hein. C'est-à-dire que c'est un métier passion. Ça veut tout dire. Ouais. Justement, tu parles de ta femme. Alors nous on se connaît un petit peu, donc je connais un petit peu comment tu fonctionnes, mais pour ceux qui nous écoutent, je sais que tu travailles avec elle, tu travailles aussi notamment maintenant depuis quelques années avec ton frère. Est-ce que toi le côté famille, le travail en famille, est-ce que c'était quelque chose que tu avais recherché? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu par la force des choses? Et comment maintenant tu ressens ça? Et voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu. Alors pour ceux qui connaissent ou qui connaîtront le studio, pour essayer de vous dépeindre l'ambiance dans laquelle on est, on a racheté et refait d'anciens appartements en face de la cathédrale de Strasbourg. Donc effectivement, on est dans une sorte de très belle et vieille maison alsacienne dans laquelle il y a toute une multitude de petites pièces qui fait que t'as l'impression quand tu arrives d'être chez toi. Et en fait, c'est ça l'ADN du studio, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas être excentré, on voulait être ultra centré. On voulait pas avoir de voiture, tout le monde vient à pied ou à vélo ou en train. On voulait pas, si tu veux, moi je me balade tout le temps avec mon chien, donc il y a mon chien qui vient essayer de jouer avec l'équipe, et en général plutôt de les enquiquiner d'ailleurs, mais c'est plutôt rigolo. On voulait effectivement être dans ce type d'ADN qui fait que en fait quand t'arrives, t'es bien. Au point où, si tu veux, parfois quand t'arrives chez toi, il y en a qui ont tendance à enlever leurs chaussures quand ils arrivent à la maison. Et ben au studio, c'est quasiment pareil. T'en as qui sont dans cette sorte d'ambiance feng shui où ils arrivent et ils enfilent une paire de chaussons pour pouvoir se dire, tiens, hop, je me mets à mon aise. Et en fait, c'est toute la philosophie dans laquelle on est. C'est que t'es dans ces vieux appartements avec tout un tas de différents espaces de travail qu'on a rendu le plus cosy possible. Parce que c'était même avant qu'on parle des RSE, de ces choses qui sont très bien, mais en fait quelque part le principe d'équitable entre hommes et femmes, le principe de bien-être, tout ça, ça a déjà été là dès le départ, avant qu'on nous dise faut faire ça dans une société. Et je pense que finalement ça a été l'un des marqueurs qui fait qu'aujourd'hui tous les gens qui bossent avec nous disent punaise, mais en fait c'est juste hallucinant le bien-être dans lequel on est, que ce soit les chaises sur lesquelles on s'assoit, que ce soit les postes sur lesquels tu peux travailler assis ou debout, que ce soit l'ergonomie des espaces de travail, la proximité de l'ensemble des restaurants, la facilité de vivre, voilà, tout ça a été là. Donc on fait. Nos projets sont faits sur mesure, mais nos bureaux sont faits sur mesure. C'est-à-dire qu'en fait, il faut absolument que les gens qui viennent et qui vont passer des heures là, concrètement, moi je suis plus à mon boulot que chez moi, et les collaborateurs et collaboratrices avec qui on travaille aussi finalement. Je veux dire, t'es là de 8h à 18, 19, selon comment tu t'organises, et faut que tu sois bien. Et effectivement, ce principe familial, il a toujours été là. Donc, je bosse aujourd'hui avec effectivement ma femme, avec mon frère, avec la cousine de ma femme, avec mon chien qui déambule un peu partout. Donc, on a cette ambiance familiale, mais qui est, je pense, bienveillante. Et on fait beaucoup de aussi d'équipe. On essaye de présenter les projets sur lesquels on est, de développer des philosophies, et ça plaît beaucoup. Et t'as réussi à retransmettre du coup ce côté-là dans les nouveaux bureaux de Annecy? Alors aujourd'hui, moi j'ai monté un setup d'ordinateur qui fait que on a une certaine marque dans les projets qu'on fait et dans les façons dont on procède, et même dans le setup des ordis qu'on a qui doivent être ultra confort, ergonomique. En gros, je veux que les gens soient bien éclairés, qu'ils aient pas mal au dos et tout ça. Et je pense qu'effectivement cette philosophie parfois ils sont venus un peu me titiller parce qu'en fait on s'est implanté chez des copains à Annecy qui ont un studio que je salue d'ailleurs, qui s'appelle In The Box. C'est Majid et Mathieu qui ont ce magnifique studio qui fait de la 3D. D'ailleurs, on est allé dans un studio qui fait de la 3D parce que nous on n'en fait pas, et on est sur un principe de complémentarité. Et voilà, et Majid s'amuse toujours à me titiller en me disant, mais
t'es pas possible toi avec tes bras ergotron, avec tes écrans, avec tes Cintiq, avec tes trucs dans tous les sens et tout. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que je suis un peu contrôle fric dans le sens où je veux que tout soit au carré, je veux pas qu'il y ait un cap qui dépasse. Je peux pas travailler dans le taudis. Tu vois, s'il y a trop de feuilles sur mon bureau, je parviens pas à me concentrer. Donc c'est un peu particulier. Hein. Et je crois que malgré tout, je l'ai imposé à tout le monde, ce qui fait que aujourd'hui, en fait, si t'es pas, je pense, organisé sur ton bureau, dans ta tête, dans tes serveurs et tout ça, quand t'as 15-20 projets en même temps, ça peut très rapidement être le taudis. Donc en fait, on a, je pense, organisé nos méthodes de travail, organisé nos studios, nos bureaux pour que tout soit le plus carré possible. Et voilà, donc ouais, je pense qu'on a insufflé, mais dans des studios qui n'ont rien à voir. Mais c'est vrai que nous, on appelle ça le village Amopix. On a repris ce nom du studio In The Box. En fait, ils avaient un petit peu segmenté leurs grands bureaux qui sont dans d'anciennes usines en appelant chacune des zones un village. Et donc nous, on a mis notre petit village Amopix qui est tout petit, hein, il fait 25 mètres carrés. On a que 6 postes de travail, mais dans ce petit village, c'est vrai que tu vois que tu arrives chez nous. C'est assez marrant. Et on partage des lieux, mais chacun a son univers. Et voilà, donc on a ce principe un peu cosy. Cool. Ouais, tu parlais effectivement de la branche cinéma d'animation, celle dont tu t'occupes, et tu as ouvert la branche plus corpo aussi, plus entreprise. C'est venu d'où t'as ressenti un besoin à un moment donné Alors on était dans une problématique effectivement avec Antoine, donc qui est associé à ce qui s'appelle Amopix Lab, à savoir société qui porte les projets de commande, ce que tu appelles quelque part, vulgairement ou pas, mais le B2B, le business to business. Un client a besoin d'un film, on lui fait un film, on lui fait un devis, il y a éventuellement une mise en concurrence et voilà. Qui est une façon de faire très pragmatique. On doit répondre, on a un service, on répond à un besoin. Et quand s'est posé la question de réorganiser les sociétés, donc un peu après le Covid, donc on avait deux questions en même temps. Hein. Faut-il ouvrir de nouveaux studios d'animation et comment faire venir un nouvel associé au sein d'un studio qui est ancien? Et la réponse est venue finalement, c'était on n'a qu'à ouvrir une autre branche et tout ce qui appartient au monde du corporate, c'est-à-dire du film de commande, peu importe sa typologie. Est-ce qu'il faut sortir des caméras? Est-ce qu'il faut faire du motion design? Est-ce qu'il faut faire de l'animation? Tout ce qui est commande et donc qui n'est pas mécaniquement lié à des fonds d'aide ou à des subventions, on le sort et on le met dans le lab. Et tout ce qui est corrélé à des fonds d'aide, le CNC, à des montages de dossiers, des choses comme ça, on le met dans Amopix Studio. On a scindé les choses, on a clarifié les comptabilités et aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc effectivement, quand on travaille par exemple pour la Bibliothèque nationale de France, on travaille avec régularité pour eux. Ça, c'est une signature de Amopix Lab, qui peut s'appuyer sur des talents récurrents de Amopix Studio. Notre façon de faire, c'est de ne faire que du sur-mesure. J'ai pas d'équipe interne en termes de création. C'est-à-dire que chaque projet, je le prends from scratch et on va se dire quelle est la façon de le faire, qui va le faire et comment va-t-il être abordé graphiquement. Et quand on a besoin de travailler avec un talent, on se pose la même question sur Amopix Lab. La seule typologie qui change, c'est tout simplement est-ce que c'est un court-métrage, un long-métrage ou une série, ou est-ce que c'est un film de commande. Et c'est comme ça qu'on a scindé les choses en deux. Et après, on s'amuse aussi au sein d'Amopix Lab à hybrider des choses. Donc, on fait beaucoup de tournages sur lesquels on vient insuffler des motion design ou sur lesquels on vient insuffler de l'animation. Ok, cool. C'est comme ça qu'on s'est organisé. Ok. Et justement, alors, c'est vrai que nous, en tant que, on a essentiellement des free motion designers, donc on fait essentiellement, justement, comme tu disais, de la commande. Et c'est vrai que toi, t'es du coup plus sur la partie production, qui est vraiment une autre façon de faire, hein, aussi une autre façon de chercher les budgets. Et justement, est-ce que cette partie-là, tu peux un peu nous en parler? Comment toi, tu vas rechercher des financements? Je sais que tu peux aller voir t'en parlais avant, des régions, peut-être aussi des groupes privés, etc. Est-ce que aussi derrière, potentiellement, ça implique des obligations de quelque nature que ce soit? Et du coup, comment toi, tu arrives globalement à estimer un
un budget justement en fonction des types de production, etc. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors, si maintenant on fait une parenthèse animation, et après on pourra peut-être aussi se poser une question, le motion design est-il de l'animation et entre-t-il dans cette famille? Parce que ça sera notamment l'objet d'une des conférences du Festival d'Annecy. Mais ça, on fera une petite parenthèse sur ça après. En fait, ce qu'il faut comprendre sur le financement d'un film, et je parle strictement et uniquement de la France, qui est une singularité dans le monde et ce qu'on appelle l'exception culturelle. D'accord. La façon de procéder française est relativement simple. En fait, quand tu veux faire un film, une série ou un long métrage, après chacun de ces typologies de projets a ses spécificités. Si maintenant je veux produire un court métrage, la plupart du temps quand je veux produire un court métrage, c'est un ou une auteure ou un producteur qui vient me voir en me disant j'ai détecté tel auteur, est-ce que tu veux rentrer en coproduction avec nous? Ou c'est un auteur qui vient me voir et me dire Mathieu, écoute, j'ai repéré le studio Amopix, ce que vous faites c'est chouette et j'aimerais savoir si vous êtes intéressé par me produire. Alors prenons ce cas-là. Un auteur vient me voir et va me dire ok, j'ai ce projet. Donc la plupart du temps déjà les auteurs qui viennent nous voir sont des auteurs qui viennent d'écoles d'animation. Des écoles d'animation en France, il y en a beaucoup. Je vais pas les citer, c'est pas forcément le sujet tout de suite. Donc cette personne vient me voir avec un premier traitement, un premier synopsis, une continuité dialoguée, peu importe comment il ou elle a avancé sur son projet. Et cet auteur peut déjà commencer à toucher des subventions. Donc il y a des aides à l'écriture locale, il y avait, parce que c'est en train de changer, des aides à l'écriture au CNC, et selon la région dans laquelle cette personne est implantée, elle peut solliciter différents types de fonds. Une fois que cette personne a commencé à échafauder son premier dossier artistique, elle le présente à un producteur qui va se dire « Ok, chouette, ça me dit bien de travailler sur ton projet. » Et puis là, on va échafauder ce qui s'appelle une stratégie financière. Donc, on va déjà relire, commenter, annoter, essayer de faire évoluer le projet si on sent que c'est nécessaire de le faire évoluer. C'est quand même rare qu'un projet soit tout de suite au top. Et là, on va aller en fait chercher des financements. Donc ça met en général un petit moment. Dans ces financements... Donc là, juste pour être sûr, à cette étape-là, toi, en tant que producteur, tu n'as potentiellement reçu qu'un script ou quelque chose comme ça, ou est-ce que ça va plus loin? Non, en général, quand c'est des auteurs qui viennent d'école d'animation, ils savent et écrire et faire des tests d'animation et dessiner. Ok. Ça nous arrive d'avoir des auteurs qui ne savent pas dessiner. Après, on pourra aussi en discuter. Mais et du coup, qui là ne sont que des auteurs littéraires et qui ne sont pas des auteurs d'une bible graphique. En général, assez fréquemment, on reçoit soit un binôme d'auteurs, un qui va faire le littéraire, un qui va faire le graphique. Mais ça dépend vraiment des cas. Il n'y a pas un cas d'école spécifique. Mais si je prends une personne qui va sortir, je sais pas moi, de la Poudrière, une grande école d'animation et qui forme à la réalisation, cette personne a écrit son concept, a commencé à échafauder quelques pistes graphiques, elle vient nous voir et puis on va commencer à ensemble se dire tiens, je vais aller chercher des fonds. Et ces fonds, pour les chercher, on va monter un dossier artistique, on va monter une stratégie financière et on va aller chercher des fonds d'aide au développement qui vont servir à dénouer des premiers enjeux graphiques, à faire des tests d'animation, à imaginer un pipeline, à faire un storyboard, à faire un layout, à faire un animatique. Tu vas commencer, tout dépend de ce que tu as besoin de faire, ça dépend aussi de ce que cette personne a commencé à faire dans son dossier. Et si tu as ces fonds, t'avances. Mais imaginons qu'à chaque fois, hop, on a les fonds. On a les fonds d'aide de développement. Ensuite, on passe à la case production. Et là, de nouveau, le spectre s'élargit un petit peu. Et comme nous, par exemple, on est dans 2 régions, je peux aller chercher les aides de ma métropole, je peux aller chercher les aides de ma région, je peux aller chercher les aides du département de la Haute-Savoie, je peux aller chercher les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ensuite, je peux chercher des chaînes. Je peux chercher, si besoin, un autre partenaire dans une autre région en disant, écoute, j'ai détecté ce que tu fais. Je trouve que chez toi, on pourrait faire le compositing, ou une partie de l'animation, ou la modélisation 3D selon ce qu'on va faire dans le film. Et à ce moment-là, je vais chercher d'autres fonds et d'autres partenaires dans une région et je vais chercher mon CNC. Et ça te sert à faire un court-métrage. Et le court-métrage, c'est une rampe de lancement. C'est ce qui doit aider des auteurs, en gros, entre 25 et 35 ou 40 ans, à s'armer sur des méthodes de travail pour pouvoir un jour peut-être passer au long-métrage.
ou à de la série, ou à, voilà. Sachant que, in fine, l'objectif de beaucoup de réalisateurs ou de réalisatrices, c'est à un moment ou à un autre de quand même passer au long métrage. C'est quand même très rare de faire du long avant une quarantaine d'années. Mais voilà, D'accord, tout le monde n'est ok. pas Xavier Dolan, mais qui a fait des films extrêmement précoces, mais c'est pas des films d'anime. Mais il y a quelques, non, quoique c'est quand même rare. Hein. Je pense pas comme ça à des gens qui me tapent dans la tête en me disant ah tiens, on fait un film d'anime en long métrage à 25 ans. Il y en a quelques-uns. Il y a un réalisateur qui a fait un film il y a quelques années qui s'appelle Away, qui vient de présenter, je crois, Un certain regard à Cannes, Flo, et qui a fait un film de long métrage tout seul, et je crois qu'il avait 25 ou 27 ans. Mais quand je dis tout seul, c'est tout seul. Tout. La composition musicale, le montage, tout. Et ça, c'est des cas extrêmement atypiques. Donc voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui sont qui sortent du lot, mais dont le film n'est pas meilleur que celui d'un autre qui avait 30 personnes qui ont travaillé avec lui. Mais donc voilà, ça c'est un peu la typologie d'un court-métrage. Tu vois, tu vas chercher des fonds d'aide au développement, des fonds régionaux ou locaux en tout cas, dans la région dans laquelle t'es. Tu vas chercher de l'argent au CNC et tu vas chercher de l'argent pourquoi pas dans une chaîne, sachant que les principaux sont Arte, Canal, France Télé, qui vont beaucoup aider dans l'économie du court-métrage. Un court-métrage, en gros, c'est dans une économie qui tourne entre 150 et 250 000 euros le film. Voilà. D'accord. Donc pour faire à peu près une quinzaine de minutes. Je te donne ça à l'appel, mais c'est voilà, c'est des sortes d'éventail de budget dans lequel tu es. Alors on dit souvent aussi le film d'animation, c'est 10 000 euros la minute. Oui et non. Ça dépend forcément de comment tu fais, mais tout comme un long métrage d'animation peut aller de 2,5 millions à 12,5 millions, tout comme un film tourné avec des moyens restreints en live peut coûter 1,5 million et un énorme budget peut être de 15 millions. C'est tellement variable. Donc voilà, ça dépend de comment tu fais ton film. Et cet argent que tu vas chercher un peu à droite à gauche pour vulgariser un petit peu, il va servir principalement à rémunérer les équipes ou est-ce qu'il y a des budgets, par exemple, je sais pas, pour du marketing comme on pourrait le voir pour les longs métrages? Est-ce qu'il y a d'autres frais auxquels je n'ai aucune idée, tu vois, vu que je suis pas dans le métier? C'est une question intéressante. Oui, écoute, en général, les frais que tu vas avoir de communication, tu en mets dans ton dossier de développement, tu en mets dans ton dossier de production. En gros, ça va couvrir ou pourquoi pas participer à payer les frais généraux des studios, évidemment à payer les équipes. Fréquemment, le producteur qui investit dans un court-métrage est très peu payé. Finalement, il prend un risque. En fait, le court-métrage n'est pas en soi un modèle économique extrêmement viable. C'est pas ce sur quoi tu peux bâtir une société. Peut très difficilement ne vivre que de ça. Il faut qu'elle essaie de trouver d'autres cordes à son arc pour avoir un modèle économique qui soit viable. Ok. Donc oui, tu vas payer des équipes techniques, tu vas payer des équipes artistiques, tu vas acheter des droits d'auteur, tu vas acheter des licences, tu dois payer tout ça. Ensuite, si ton projet est par exemple détecté par un distributeur, tu peux dans ce cas-là avoir un distributeur qui va venir te rejoindre et qui va participer, entre autres, à promouvoir ton film, à le pousser vers des festivals, à le pousser pourquoi pas vers les Césars ou pourquoi pas vers les Oscars. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais tu vois, pour avoir des copains qui ont été sélectionnés, d'ailleurs, on avait travaillé sur leur court-métrage qui avait été sélectionné pour être aux Oscars. C'était à leur charge ensuite d'aller à Los Angeles, c'était à leur charge d'y être pendant des semaines, de faire de la promotion de leur film et tout ça. Et ça coûte des dizaines de milliers d'euros. C'est une expérience inouïe, mais c'était à leurs frais. Mais par contre, tu vois, se déplacer à Annecy ou se déplacer
au Cartoon Movie, Cartoon Forum, à tous ces événements qui sont très importants dans les métiers de l'animation, c'est à ta charge de producteur que de faire ça. Tu vois, il y a des fonds d'aide qui donnent des petits coups de pouce, mais ces déplacements, ils sont impératifs de les faire pour rencontrer d'autres auteurs, pour rencontrer d'autres producteurs et avoir des discussions autour des films. Et du coup, les principaux, comment dire, les principaux acteurs de financement, tu disais, il y a le CNC, tu as les chaînes comme France Télé, Canal+. Récemment, j'ai appris que maintenant Netflix en France a un budget alloué aussi à la production. Alors, je sais pas si c'est limité au long métrage ou si ça peut s'appliquer aussi au court métrage, aucune idée. Mais j'ai vu que tu avais participé notamment à la production d'une série Netflix, justement, Last Man, The Last Man. Last Man. Comment ça s'était passé tout ça avec eux? Le dialogue, comment ça se passe? Alors moi j'ai pas dialogué en direct avec Netflix, hein. Donc mais c'est très bien, parfait comme exemple parce qu'il fallait en revenir à là. Donc le court métrage, si tu veux, étant une sorte de laboratoire, n'est pas forcément adossé à une obligation forte de financement que l'on appelle des financements privés. Par contre, quand tu passes à ce moment-là à la production notamment télévisuelle, donc tu cites Last Man que je vous invite vraiment à voir sur France Télé, sur ADN, ou effectivement si peut-être elle est encore sur Netflix, s'ils ont les droits, là c'est différent. Alors ce n'est pas Last Man une série Netflix, c'est une série France Télévisions qui a ensuite été rachetée par Netflix avec un an, 2 ans, 3 ans, j'ai pas les négociations en tête, d'usage. C'est tout simplement une fenêtre qui leur est donnée. Une fois que France Télévisions a terminé son exclusivité, une plateforme peut rentrer non plus en production, mais en achat d'une série. Ok. Et c'est le cas de Last Man. Mais restons sur Last Man. Last Man, c'est un projet qui est produit par une personne que j'apprécie énormément, qui est Didier Crest, qui est une société parisienne qui s'appelle Everybody on Deck et qui a du coup proposé à France Télévisions, qui était à l'époque dans cette volonté de tenter le coup de faire de l'animation ado-adulte. Parce qu'effectivement, autant les Américains osent ça, BoJack Horseman, Rick et Morty ou des choses comme ça, effectivement, te tuer sur de l'animation adulte. Aujourd'hui, faire de l'animation adulte en France, c'est un peu osé. Donc ils ont osé, France Télévisions et Didier, faire ça à l'époque, et ils ont lancé, il y a 6-7 ans maintenant, je crois, Last Man saison 1. Cette série réalisée par Jérémy Perrin, on reparlera de lui après pour le long métrage, comme ça on aura fait court, série et long métrage, a mis quelques années à se mettre en production, mais tu ne peux pas lancer une série en production en France tant que la moitié de ton financement n'est pas sécurisée et acquise, à minima à 50% porté par des fonds d'aide que tu dis publics et des fonds d'aide privés. En fait, il faut que tu aies un équilibre, ce que tu appelles une balance budgétaire. Alors, un projet dit faible ou un projet, une première réalisation, tu peux être dans un déséquilibre qui peut être à 60% financé par des fonds d'aide publics et à 40% par des fonds d'aide privés. Les fonds d'aide privés, c'est quoi? Ça va être la chaîne, ça va être des partenaires privés et divers et variés, je vais pas tous vous les citer, et ça va être les investissements en capitaux propres des sociétés de production. Donc la valorisation des salaires producteurs, des frais généraux et des possibles marges que le producteur pourrait dégager éventuellement, sachant que tu dégages pas de marge. Et donc ça, tu peux le réinvestir. Tu vois, ton temps, le temps, c'est de l'argent. Et ton temps de production, tu peux dire, moi, sur ce budget qui est de 2, 3, 4 millions d'euros, je peux le valoriser pour plusieurs années de suivi, à plusieurs centaines de milliers d'euros, charges comprises, mettre les frais généraux de mes locaux et tout ça. Et ça, c'est tes apports privés que tu apportes au projet. Donc, exactement de la même façon qu'on l'a sur le court-métrage, tu viens adosser ta production à des fonds d'aide publics, une fois encore, donc le CNC, les régions et d'autres, et une chaîne de télé. Et en fait, tu ne peux pas demander des fonds d'aide à la production aux régions ou au CNC si, au préalable, tu n'as pas un accord chiffré d'une chaîne de télévision. Ah oui. Tu peux lancer de la production de courts-métrages sans diffuseur. Tu ne peux pas lancer actuellement de production
audiovisuel sans diffuseur. C'est impossible, tu n'as pas le droit légalement. Ok. Donc de toute façon, si tu y vas vers le CNC en disant coucou, j'ai un super projet de série et que t'as pas une lettre signée d'une chaîne de télévision, il dira votre projet est super, mais c'est impossible de le faire. Vous n'avez pas de chaîne, donc il peut pas être diffusé. Donc voilà comment ça marche. Et donc les chaînes peuvent investir. Ça va de quelques centaines de milliers d'euros à quelques, alors on va pas dire quelques millions, à 1 million, 1,5 million éventuellement sur un projet. Oui. Voilà comment ça marche. Donc la semaine c'était ça, tu as tes fonds d'aide privés, tu as tes fonds d'aide publics, et c'est comme ça que tu montes ton projet, qui, une fois qu'il a été terminé, est livré et exploité par la chaîne de télévision. Et une fois qu'il est exploité par cette chaîne de télévision, qui va dire, bah écoutez, moi je le veux sur mes plateformes web, je le veux à l'antenne, et tout ça en exclusivité pendant 3 ans. Une fois que les 3 ans sont révolus, HBO, Netflix, Disney ou peu importe, peut très bien décider d'en faire l'acquisition si le projet correspond à leur ligne éditoriale. C'est technique, hein. Ouais. Très technique. Ouais, c'est technique. C'est technique, mais une fois que tu as compris en fait les schémas dans lesquels toutes ces choses-là fonctionnent, ouais, on va dire ok, ça reste technique, mais tu t'es habitué à certaines façons de faire. Et ça d'ailleurs. pardon, vas-y, je t'en prie, Victor. Non, je voulais te demander ça d'ailleurs. Tu parles de séries, mais c'est du coup spécifique à des séries qui seront diffusées en télé, ou si par exemple on imagine une série sur une diffusion purement web, est-ce que c'est le cas aussi ou pas? Alors, pour parler de la web série, donc tu as certains talents qui peuvent aller chercher du CNC Talent. Je crois qu'il faut avoir moins de 30 ou 35 ans pour aller chercher ça. Il y a certaines choses pour des youtubeurs qui existent pour les aider. Mais ce sont de petites économies dans lesquelles tu peux être à 50, 100 000 euros. Je suis pas assez qualifié, je le dis tout de suite, pour être capable de parler de ces typologies de projets. De ce que j'en sais, effectivement, on peut monter des petites économies autour de cette case CNC Talent. Maintenant, quand tu fais de la web série, tu peux en financer, mais il y a web série et web série. Il y a un auteur qui avait fait une chouette série tout en motion design, et malheureusement là son nom m'échappe, mais je le retrouverai, sur toutes les façons de torturer et de tuer. C'était incroyable, hein, ce qu'il avait fait. Je crois que ça me dit quelque ouais, chose. faut que je vous retrouve ça. On pourra mettre ça dans les références si vous avez ça à la fin de l'émission. Et du coup, Aurore Humanest. Voilà, ça s'appelait comme ça. Aurore Humanest. Et ça peut peut-être être d'ailleurs un mec que vous pourriez interviewer qui serait très intéressant si vous voulez faire quelque chose autour de la web série. Et donc, ce gars avait lancé ça, et en fait, il s'est lancé dans une aventure extrêmement chronophage, où il faisait tout seul, et dans une économie de web-série qui escalait, ou peut-être qu'il a eu 30, 40, 50 000 euros, mais en fait, il a eu tellement de travail à abattre tout seul, que je peux pas vraiment dire que, mais il vous en parlera mieux que moi, que ça a été une super solution économique pour lui. Maintenant, si tu fais de la web série comme Samuel, alors est-ce que Samuel aujourd'hui, qui est la grande série d'animation française qui cartonne, qui est produite par des copains qui s'appellent les Valseurs, le modèle économique, est-ce que c'est hertzien, c'est-à-dire que c'est à la fois sur l'antenne et à la fois sur le web? Faudrait que je revoie de nouveau comment ça a été monté. Mais par exemple, ça, tu as quand même une web série qui peut être financée par l'antenne web d'une chaîne de télévision. Par exemple, Arte Web ou Oku, qui va te dire, ben voilà, nous, ça passe pas à l'antenne, c'est dédié au web, et ils vont avoir des enveloppes budgétaires moindres que si c'était directement du web. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas de Last Man, qui était pour la plateforme. Donc là, c'est du film de plateforme, ou de la série de plateforme. Donc ça dépend de nouveau encore, tu vois, ce qu'on appelle ça, nous, des slots, dans quel slot ou dans quelle case va rentrer ton projet. Et selon si c'est à l'antenne, selon si c'est sur la plateforme, selon si c'est sur le web, t'as des enveloppes qui sont variables. Quand je parle d'enveloppe, enveloppe budgétaire. Hein. Budgétaire, oui, bien sûr. Mais du coup, moi, je rebondissais surtout sur l'aspect interdiction ou du moins difficile d'avoir des fonds publics si tu n'as pas de fonds privés. C'est vraiment relié au fait de diffuser sur une télé ou un cinéma, etc. Ou est-ce que justement là, certains fonds privés peuvent être
certains fonds publics peuvent être attribués avant même d'avoir un accord de fonds privés. Alors tu peux avoir des fonds publics qu'au développement avant d'avoir des accords de fonds privés. Mais par exemple, tu ne peux pas, même s'il y a quelqu'un qui est très riche, qui va dire, bah écoute, moi j'ai monté ma boîte de prod, j'ai envie d'investir dans des projets comme si j'investissais en bourse et j'ai envie de t'aider sur ce projet, tu ne peux quand même pas solliciter le CNC ou les régions, même si tu as un financement fort privé d'un investisseur, imaginons privé, si tu n'as pas de diffuseur. D'accord. Et aujourd'hui, la législation a un peu changé auprès du CNC. Tout le monde n'est pas diffuseur. Il faut réaliser un certain chiffre d'affaires, il faut avoir certaines audiences, et c'est ça qui qualifie un diffuseur. Donc, tout le monde n'est pas diffuseur. Donc, effectivement, France Télé va être diffuseur. Netflix, c'est un type de diffuseur. Pardon, mais qui est aussi un diffuseur. Il est à la fois diffuseur et financier sur le projet, donc ils peuvent investir, mais une série ne peut pas se monter sans diffuseur, c'est impossible. Donc il faut et avoir le diffuseur et les fonds privés. Ok. Est-ce que toi, ça peut t'arriver, par exemple, si tu reçois le projet d'un auteur auquel tu crois de fou, genre, est-ce que tu peux lui dire je t'aide là-dessus, mais en gros, je te mets mon équipe à ta disposition et c'est comme ça que, globalement, je finance un peu, je t'aide à financer ou à produire ton court-métrage ou quelque chose, tu mets à disposition ton équipe et c'est comme si tu payais presque aux frais de Amopix, quoi. Est-ce que c'est bien sûr que je le fais. Possible Ouais, je suis en train de le faire en ce moment. On le fait en fait. Il y a un projet documentaire sur lequel on travaille. On a été sollicité par des gens qui font du documentaire mais qui viennent pas du tout de l'animation et qui nous ont demandé, écoute, on a envie de s'adosser à vous pour nous aider parce que nous, en fait, l'animation, c'est pas notre monde, on le connaît pas. On sait pas comment il faut faire, on connaît pas les techniques, on connaît pas les façons de faire, on connaît pas les auteurs graphiques. Donc, venez nous aider si le projet vous intéresse. Le projet, en l'occurrence, m'a intéressé. Et donc, j'investis des capitaux de la société où je paye quelqu'un pour travailler pendant plusieurs jours à faire du développement sur mes fonds propres en vue de monter des dossiers de demande d'aide au développement. Absolument qu'on fait ça. Ok. Donc ça c'est et puis on espère que le projet marchera parce que s'il marche, ça nous permet de commencer à récupérer des sous quand on commencera à avoir pourquoi pas des fonds d'aide au développement, puis plus tard des fonds d'aide à la production, etc. Donc quelque part, si tu veux, pour amener de l'eau au moulin, pour prendre cette image, de temps en temps, on est obligé d'amener nos propres liquidités. C'est vraiment comme ça que ça va fonctionner. Et ça, il faut qu'on croie au projet. Je le fais pas si le projet ne m'intéresse pas. Ce serait pas viable. Ok. Et est-ce que, tu disais, tu peux attendre ensuite des aides au financement pour combler, entre guillemets, cet investissement. Est-ce que, des fois, tu peux aussi compter sur, je sais pas, une sorte de retombée médiatique et du coup, tu es vu, globalement, payé en visibilité, mais un peu, en plus, quoi. Est-ce que ça arrive ou rarement, pas jamais, ou jamais. Alors si quelqu'un vient me voir en me disant écoute j'ai le projet du siècle et ce projet te fera voir, en général ça commence tout de suite mal parce que chaque fois que ce genre de propos m'ont été tenus, ça donnait du grand n'importe quoi. Donc non. On peut être payé effectivement en visibilité, mais je crois que tout ça c'est surtout une grande base de travail. Si tu veux, aujourd'hui, on a la chance depuis quelques années maintenant d'avoir, je crois, le nez creux. Et en fait, les projets qui nous sont proposés ou les projets qu'on va chercher, parce qu'on va chercher, on va repérer, on contacte des auteurs, des producteurs, et je crois qu'on a aujourd'hui aiguisé un certain œil sur ce qu'on a envie d'accompagner. Il n'y a pas 1 ou 2 mois qui se passent sans que les projets sur lesquels on a travaillé aient des prix. Ça fait plusieurs années qu'on accompagne des films qui vont au César. Cette année, on avait encore un long métrage qui allait au César. Malheureusement, il a pas eu le César, mais c'est pas grave, il était quand même au César. Donc je pense qu'en termes de visibilité, c'est pas mal. On a eu un court métrage sur lequel on a travaillé qui était aux Oscars. C'est plutôt bien aussi. On a
6 films qui vont à Annecy, sur lesquels on a travaillé à différents stades. Il y en a dont on a fait par exemple tout le compositing. Bon, on était ce qu'on appelle producteur exécutif. On remplit une tâche sur la fabrication du film. On a un autre film sur lequel toute la fabrication s'est faite chez nous, du layout, c'est-à-dire vraiment les débuts où tu commences à poser les choses jusqu'au compositing. Il y a un film qu'on a coproduit. Il y a un film sur lequel on a travaillé 9 mois, qui est le film de Michel Hazanavicius, où on était de nouveau l'un des producteurs exécutifs à faire de l'animation et à faire de l'assistanat d'animation. Donc nos rôles sont variables sur les projets. Et je pense que tu vois, d'avoir 6 films aujourd'hui, l'exposition médiatique sera là. Donc j'ai pas tellement de problème d'exposition médiatique aujourd'hui, ni de renommée du studio. Donc je pense qu'on peut se féliciter au sein d'Amopix d'avoir effectivement le nez creux sur les projets. Et c'est vraiment, je pense pas que ça soit que de la chance. Si les gens veulent travailler avec nous, c'est aussi qu'on a posé des fondamentaux qui sont extrêmement costauds sur la façon dont on décide d'accompagner les projets, dont on caste les équipes qui doivent travailler dessus. Et je pense que quand les gens viennent travailler avec nous pour la 6e ou 7e fois, c'est qu'a priori, on les a satisfaits les 5 précédentes. Oui. Voilà, non, aujourd'hui, on n'est pas à faire la course ni au projet. On en a beaucoup qui nous sont proposés, soumis, et on est très content de la façon dont ça se passe. Et quand on regarde l'accueil qu'on a eu, ne serait-ce qu'à Annecy, quand on a dit qu'on arrivait, il y a eu sur LinkedIn un taux de consultation de notre annonce, mais qui était pas vraiment comme quand on venait, qui était même pas encore une annonce de recrutement, de plusieurs milliers de clics. Je crois qu'on a eu 10 000 clics peut-être juste sur ça en disant coucou, on arrive. Et quand on a juste mis notre première annonce de recrutement il y a quelques mois, on a eu 200 candidatures. Donc je pense que les gens ont envie de travailler avec nous, que ce soit les auteurs ou les producteurs. Donc être payé pour répondre à ta question sur la renommée d'un projet, je pense qu'aujourd'hui en fait ça se fait organiquement. Vu les projets qu'on choisit, on l'a retombé, je veux dire encore ce soir à Cannes sera présenté le film de Michel Hazanavicius en compétition. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de mieux plutôt que c'est incroyable quoi. Donc tu vois, on a travaillé dessus pendant quasiment 9 mois. On a eu des super équipes, on a apporté pleine satisfaction au producteur exécutif qui est le studio 3.0 à Angoulême, et qui encore une fois est un ami, et on a vraiment sympathisé, et tout le monde a été ravi de la façon dont ça s'est passé. Je peux pas espérer mieux. Cool, franchement trop bien. Trop bien, trop bien. Donc il y a un vrai seal of approval quand tu passes dans un festival, t'es un peu tamponné. Personne de confiance, personne de talent, société. Ouais, j'espère. Écoute, en tout cas, moi, si tu veux, parmi les choses aujourd'hui auxquelles je crois fondamentalement, c'est qu'il y a pas un projet, et quel que soit son budget. Ça, c'est important, tu vois. Je me dis pas, celui-là, il est super bien payé, ou il représente un gros budget chez nous, on va s'en occuper. Le petit truc qu'il a, on s'en fiche. Non, en fait, il n'y a pas ce type de filtre dans la façon dont on décide de fonctionner. Et chaque projet a sa valeur, parce que le plus petit peut exploser, en fait. Et t'as pas de décision arbitraire comme ça, dire tiens, celui-là on s'en occupe, celui-là on s'en occupe moins. En fait, on donne le meilleur de nous-mêmes vraiment dans chacun des projets. Et du coup, ça se ressent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore en train de s'organiser en tant que studio. Tu vois, on a recruté là dernièrement encore une nouvelle personne. On va sans doute recruter encore une personne en production. Donc c'est plutôt je dis pas qu'on a le vent en poupe, on est très prudent sur la façon dont on s'organise, parce qu'on sait aussi que le vent tourne, on sait aussi que l'âge d'or de l'animation, il y a encore 1 an, s'est complètement effondré, qu'il y a énormément de gens qui cherchent du boulot dans le domaine de l'animation, dû à tout un tas de facteurs. Mais aujourd'hui, faut être prudent, mais je pense que si tu poses des piliers et des socles sur lesquels les gens croient, les gens s'appuient, et que t'autorises, et plus que d'autoriser, que t'invites les gens à dialoguer et à critiquer le travail qui est fait tout le temps au sein de ta boîte en disant punaise, on pourrait organiser ça autrement. Et je crois que le principe de l'autocritique est fondamental aussi dans une boîte.
Si tu te dis, je reviens à ce que disait Victor au début, aujourd'hui t'es complet. Non, en fait, chaque projet t'a appris qu'il y avait peut-être encore une meilleure façon de le faire ou un autre point de vue à avoir. Et je crois énormément au principe collégial, c'est-à-dire que quand t'as un projet qui arrive, bah, t'as pas une personne qui dit, t'as plusieurs qui décident en se disant tiens, on pourrait faire comme ci ou comme ça. Et ça marche plutôt pas mal, ce principe-là. Tiens, justement, tu parles de ça, de plusieurs personnes. Est-ce que, en fait, chez vous, comment ça se passe quand tu reçois justement une demande? Est-ce que c'est toi qui regardes la chose seul? Est-ce que vous faites une réunion à, je sais pas qui pourrait y avoir, qui décide aussi? Comment ça s'articule en fait ce choix? Alors en effet, si tu veux, moi je suis quelque part le directeur artistique du studio, c'est-à-dire que je vais regarder, je vais m'impliquer, mais alors je vais être très honnête, hein, je ne sais pas dessiner. Par contre, je sais, et puis certaines choses me plaisent, certaines choses me plaisent pas. Je dis pas qu'elles sont belles ou pas belles, parce que là tu te poses tout de suite en juge. Mais il y a des choses qui me touchent et d'autres qui me touchent moins. Moi, je vais fonctionner comme ça en fait. Qu'est-ce qui va me toucher? Et du moment où tu vas avoir une émotion ou un frisson, vraiment, enfin, tu peux avoir ça. Quand tu vas regarder un truc, tu vas te faire, oh la vache, ça te met par terre parce que c'est beau, parce que c'est bien senti, parce que c'est touchant. Même si c'est pas très bien dessiné, tu vois, tu peux te retrouver avec des trucs où parfois ça te met une claque. Et ça, on fonctionne beaucoup comme ça. Mais aussi, je veux dire, on a aujourd'hui un certain engouement autour du studio. Donc par défaut, les gens qui vont commencer à nous proposer des choses, t'as déjà un tellement haut niveau dans les choses qui nous sont proposées que par défaut, quand t'as des gars comme les valseurs, comme Everybody on Deck, comme Special Touch ou toutes ces gens avec qui on travaille qui viennent nous proposer des choses, il y a déjà un niveau et une exigence qui sont très costauds. Je pense à Eddy Cinema, avec qui on travaille énormément en ce moment. On va faire entrer un nouveau long métrage là en production, dont on signera au studio les décors. Quand tu rentres avec des gens comme ça, qui ont un tel niveau et de telles exigences, et qu'en plus toi tu les challenges aussi, c'est-à-dire que tu leur proposes des choses en plus qui viennent effectivement un petit peu les titiller, bah c'est chouette. De cette émulsion vont naître plein de choses, et donc effectivement bah moi je vais avoir un œil, mais je vais échanger, et moi mon board, appelons ça comme ça, je vais proposer ça et en discuter avec Clémence qui est chargée de production. J'en discute aussi avec Marion qui est coordinatrice de production. J'en discute avec Mathieu qui est un tout jeune assistant au studio qui vient d'arriver, et donc on discute des projets. Alors je vais avoir une sorte de final cut. Mais si les autres me disent, écoute Mathieu, on le sent bien, ce projet, il nous intéresse, et ben je me soustrais à l'avis de la majorité, et directeur artistique ou pas, tu vois, je vais me dire, ok, ben s'ils ont un feeling par rapport à ce projet, go, on tente quelque chose. Et on a aussi envie d'élargir aujourd'hui un peu le spectre des talents de production, parce qu'un producteur, c'est aussi quelqu'un qui va voir quelque chose et se dire oh punaise, ce projet il est chouette, on peut le lancer dans telle case à la télé, ou cet auteur j'y crois beaucoup, il est jeune, il a pas encore fait ses preuves, mais accompagnons-le parce qu'il y a quelque chose derrière qui est intéressant. C'est un permanent re-questionnement en fait, hein. Mais donc ouais, un projet en fait il passe dans une sorte de board chez nous et on va lire ça et le regarder. Ok. Bah justement, on était, nous, on a passé le week-end dernier au Motion, festival de motion design, et il y avait une conférence sur le concept et la narration. Et c'est vrai qu'il disait que le premier truc qui va te faire, qui va te sensibiliser à un contenu audiovisuel, ça va être l'émotion, effectivement. Donc c'est marrant que du coup ça passe, marrant et logique d'un sens, que ce soit la première chose que tu as citée aussi là-dessus. Mais oui, mais franchement, que ce soit de la musique ou que ce soit un film de cinéma, même un téléfilm, enfin parfois tu trouves des pépites partout en fait, hein, tu vois, il y a des choses. Alors, parfois il y a des choses extrêmement navrantes que tu regardes et tu te dis mais punaise, comment est-ce qu'ils ont pu injecter tellement d'argent pour faire un truc tellement catastrophique. Voilà. Il y a parfois tu comprends pas tout à fait, mais ça passe par l'émotion, tu peux pas faire autrement en fait, et après mais cela dit, tu vois, moi j'aime quand même rester dans des œuvres si possible qui restent pragmatiques, c'est-à-dire que il y a de l'émotion, ouais, mais il faut aussi que ce film te raconte quelque chose. Et l'œuvre, pour faire de l'œuvre, si ça s'adresse pas quand même à un grand public et que tu t'adresses qu'à une toute petite niche en disant punaise, ce truc il est tellement perché que j'ai rien compris,
Bah, je pense que aussi beau soit-il, tu passes quand même à côté de quelque chose. Et si tu arrives à faire quelque chose de très beau et qui s'adresse à beaucoup de monde, et ben je trouve que ça marche à ce moment-là très très bien. Et tant mieux. C'est pas parce que quelque chose est populaire qu'il n'est pas bon. C'est pas parce que quelque chose s'adresse qu'à une niche, soi-disant peut-être élitiste, qu'il est excellent. Non, en fait, si ça s'adresse à tout le monde et que ça marche très bien, et ben tant mieux. Mais effectivement aujourd'hui mais cela dit, tu vois, le court-métrage ou la série ou parfois même des longs métrages, mais surtout du long métrage, de la série, il faut quand même que tu restes dans quelque chose de pragmatique qui va raconter, et tu peux pas partir dans un truc complètement barré non plus où personne va rien comprendre à ce que t'as fait. Pourquoi Samuel aujourd'hui, j'en reviens à cette série qui cartonne, mais pas que en France, tu vois, mondialement. Pourquoi elle est touchante? Parce que ils ont touché une corde sensible chez les gens, peu importe la génération. Et ça, c'est un coup de maître, en fait. C'est que tu regardes ça, t'as 15 ans, tu regardes ça, t'as 65 ans. Jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a été ado. Tu n'es pas adulte. Donc, tu forcément, ça va évoquer chez toi des choses, même si c'est ancré dans les années 90 ou dans les années 2000, que t'auras pas vécu parce que tu seras pas né à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, ça va toucher quelque chose. Et donc, c'est là qu'une série ou qu'un film va être fort. Et aujourd'hui, on voit le succès que ça a. Donc, franchement, j'aurais juste aimé avoir l'idée de Jenny que de produire ce film ou de travailler là-dessus, parce que c'est parfait. C'est parfait. Je vois pas ce qu'on peut reprocher à ce type de série, tu vois, par exemple. C'est vrai que du coup tu nous en parles. Moi ça me dit rien là tout de suite. Ça parle de quoi? C'est une série animée? C'est filmé? On peut voir ça où? Eh ben, sur Arte. Tu peux aller voir ça sur Arte. Ouais, Okay. ouais. C'est une série produite par Les Valseurs et qui est réalisée par une auteure littéraire et graphique qui s'appelle Émilie Tronche. Ça ressemble, si tu veux, à un gribouillis noir et blanc, mais c'est tellement sensible et tu t'autorises tellement de choses et t'as toujours ce petit personnage qui danse. En fait, écoute, ça raconte les balbutiements, les débuts de l'amour, les débuts des premiers émois, les débuts de c'est un film quelque part, en fait, c'est une série sur les émotions, hein. Et en plus, ils ont convoqué là-dedans tout un tas de musiques que les gens connaissent et sur lesquelles eux-mêmes peuvent danser. Et le concept même et la façon dont c'est produit, c'est fait pour être viral. Donc, et quelque part, n'importe qui pourrait dessiner presque. Donc c'est pour ça que t'as des tags aujourd'hui dans la rue avec des petits Samuel, des choses comme ça et tout ça. C'est parce que ils ont su faire quelque chose qui a été malin et qui a su toucher. Tout en étant très beau graphiquement, très abordable également. Tu vois, c'est pas parce que c'est très simple et que c'est qu'un trait noir et blanc que c'est simple et que c'est facile. Quand je dis simple, c'est dans le sens facile. Ça reste quelque chose qui est complexe parce que pour arriver à ce niveau de beaux rythmes d'animation, de rythme narratif et tout ça, il y a un peu de boulot derrière quand même. Donc, mais voilà. En tout cas, c'est une série qui effectivement fonctionne très très bien, que je vous invite à voir et à revoir. Ouais, bien qu'on n'ait pas travaillé dessus. Notre curiosité, je pense. J'irai voir grave. ça après. Mais tu vois, tu prends le pas l'opposé, mais tu prends quelque chose qui est presque diamétralement opposé quand même dans sa façon de faire, même dans son économie. On citait Last Man avant, c'est tout à fait différent. C'est de la bastonnade sur fond de genre, de l'étrange, avec du cliché, tu vois, avec des filles plantureuses, des mecs bodybuildés, de la bastonnade dans tous les sens, et voilà, t'aimes ou t'aimes pas, mais il y a un principe de cliché, d'exagération, de too much dans cette série qui a surtout pas regardé au premier degré, et parfois des gens se laissent avoir à regarder la semaine en disant voilà, c'est encore un truc où la plastique féminine est fantasmée et tout ça. Ouais, mais les mecs qui sont tout aussi fantasmés, c'est des sortes de mecs avec des pectoraux énormes et des muscles qui sortent de tous les côtés. C'est à regarder au second, voire au 12e degré. Et il faut l'accepter comme ça. Et je pense qu'il y a de la place pour tous ces
genre. Et tu vois, l'animation n'est pas un genre, l'animation est une technique. Et aujourd'hui, que tu peux très bien aimer quelque chose d'aussi sensible que Samuel et un truc aussi déconnant que Last Man, en disant mais c'est cool, les musiques sont excellentes, ça bastonne dans tous les sens. Et puis d'ailleurs après tu peux aussi regarder la saison 2 de Last Man en disant ben voilà, t'as un principe narratif qui fonctionne en épisode très court de 11 minutes sur la saison 1, sur des épisodes de 45 minutes sur la saison 2. C'est deux systèmes narratifs qui ont rien à voir. Et te dire bah tiens c'est vrai, regarde comment une histoire peut être racontée de différents points de vue et de différentes façons. C'est intéressant de voir ça. Mais je trouve que ce qui rejoint un peu tout ça, enfin moi personnellement comment je l'aborde, c'est que au final on est surtout, alors on vient des fois pour la forme, mais qu'à la fin on reste quand même surtout pour le fond, parce que Last Man comme tu dis, c'est de la baston, c'est des mecs bodybuildés etc. Mais il y a quand même une histoire qui nous accroche derrière. C'est ça aussi qui fait que en fait on retient aussi l'œuvre et que on reste et qu'on continue à regarder en fait. Ouais. Ouais. Mais... Et puis c'est une série, tu vois, il y avait c'est une série pleine de vulgarité. Hein. Franchement, il y a des gros cons dans cette série, mais ça donne du relief à la série. Et parfois, c'est vrai que j'ai eu tendance à avoir des échos de gens, et notamment quand on fait des projections en cinéma, tu vois, de gens qui peuvent être heurtés par la vulgarité qu'il peut avoir. Mais c'est pas parce qu'un réalisateur décide de mettre vraiment un gros crétin dans sa série, qui est un personnage clé d'ailleurs, hein, en plus dans la série, et qui cautionne ce que dit ce personnage et ce que c'est ce personnage, tu vois. Et moi j'aime bien quand t'as des séries en relief. Donc faut pas se laisser avoir. Aujourd'hui on a tendance, je trouve, à vouloir blesser personne, à vouloir faire attention à l'ensemble des communautés, à l'ensemble des genres que compose notre civilisation actuelle. Et c'est pas parce que tu mets dedans des personnages homophobes, des personnages qui sont racistes et tout ça, que toi, en tant que réalisateur, tu cautionnes ça. Non, attention, tu as plutôt tendance à le dénoncer qu'à le cautionner. Et ça, c'est quelque chose que moi, je trouve que c'est très intéressant de... Quand tu mets justement ce type de personnage, ou quand tu l'évinces d'une série, ou quand tu le mets sous un filtre, et quand tu le dénonces plus, en fait, que c'est un gros connard, ce personnage, c'est là que, à mon sens, et ça ne touche que moi, mais je parle pas au nom du studio, je parle en mon nom propre, que tu vas commencer à passer à la javel certaines choses. Et justement, c'est très important de garder du relief dans une série. Et t'en as qui sont des vrais crétins, et t'en as qui sont des bons personnages. Et je vais te dire d'ailleurs, au sein d'une même série, moi j'aime bien quand tu t'aperçois qu'un personnage est un vrai crétin, et que tu t'aperçois que plus tard, en fait, ce personnage a aussi un certain relief, et que mine de rien, peut-être que s'il est crétin à plein de moments, il y a peut-être une once de bonté à un certain moment qui va faire que, en fait, tu vas avoir un twist narratif, tu vas avoir quelque chose qui fait que le personnage va être un marqueur dans l'évolution de ton série, ou l'évolution de ta série ou de ton scénario. Et voilà, moi j'aime bien ça dans les séries ou dans les films. J'avoue, je te rejoins assez là-dessus. J'ai notamment fait ce constat dernièrement avec différentes séries, mais c'est vrai que plus il y a un personnage un peu marqué, fort, et plus justement en fait ça psychologiquement ça nous marque, et du coup on peut créer des choses après derrière et justement venir montrer l'absurdité de ce personnage, ou voilà, essayer de déconstruire peut-être qu'il a aussi vécu d'autres choses, etc. Et donc du coup tu crées vraiment, je trouve, de l'émotion et de la complexité dans un personnage, ou comme tu dis, s'il est entre guillemets javelisé, c'est moins intéressant, on s'y accroche moins, quoi. Bah ouais. Un personnage, c'est fait pour être aimé, pour être détesté. Moi, j'aime bien quand t'as des personnages comme ça qui ont ce relief. Sinon, c'est un peu mou. Hein. Ouais, clairement. Tu parlais tout à l'heure de système narratif avec les épisodes de 11 minutes qui sont transformés en épisodes de 45 minutes. On a vu qu'il y a le court-métrage, le long-métrage, la série, etc. Comment tu fais ce choix à la base? Est-ce que ça vient de l'auteur qui vient te voir? Est-ce que toi, tu peux le conseiller sur tel ou tel format qui serait peut-être plus approprié? Comment ça se passe? Alors, ça dépend quand même pas mal des cases aussi télévisuelles, hein, tu vois. Si tu veux de la web-série, tu peux t'autoriser des formats qui peuvent être assez courts pour être consommés de façon assez courte. C'est-à-dire que t'es en train de faire tes courses et puis tu t'ennuies dans la file d'attente, tu peux consommer.
Après tu peux le consommer sur ta télé très rapidement le soir en disant bah tiens je vais me faire un petit épisode de ci ou de ça. Donc ça dépend vraiment de la case dans laquelle ça doit s'insérer, de ce que la télé ou de ce que le diffuseur va vouloir faire. Donc c'est quand même un dialogue qui va s'instaurer entre un auteur, entre un producteur et entre un ou des diffuseurs. Mais globalement, tu arrives à identifier ça assez facilement. Je dis assez parce que parfois c'est quand même pas si simple. Mais donc on sait qu'aujourd'hui, nous par exemple, on est actuellement en train de travailler sur une série en se disant que le bon format serait vraisemblablement du 7 minutes parce qu'on pense que c'est ça. Mais des indicateurs nous ont dit on pense qu'un meilleur format pour votre série serait du 11 ou du 13 minutes pour que l'intrigue ne soit pas capable d'être déjouée dans un format aussi court que 7 minutes. Après, ça dépend de la cible à laquelle tu t'adresses. Ou pour pas parler de cible, plutôt d'audience. Est-ce que c'est pour du preschool? Est-ce que c'est pour de la jeunesse? Est-ce que c'est pour de l'ado? Est-ce que c'est pour de la famille? Donc, mais globalement, t'arrives quand même à savoir si ton film, tu le sens plus comme un long métrage, comme une série courte ou comme un programme, par exemple, spécial TV. T'appelles ça un spécial TV, c'est un film de 26 minutes. Donc il y a différents comme ça programmes qui peuvent avoir des durées variables. Tu vois, moi aujourd'hui par exemple, on est sur un projet qu'on essaye de porter depuis des années. Il est un peu compliqué parce qu'il est pour un possiblement pour une cible ado-adulte. La réal m'a dernièrement dit qu'elle aimerait en faire une série je crois que c'était du 10 x 52 ou quelque chose comme ça. Je me suis dit non. C'est beaucoup trop, là, c'est too much. Alors qu'à la base, on était sur un programme qui devait faire du 9 x 10 minutes ou 10 x 9 minutes, mais en tout cas 90 minutes. Donc, un long métrage saucissonné en différents épisodes. Moi, aujourd'hui, je suis persuadé que la façon dont il faudrait faire ce programme, c'est un spécial de 26 minutes. Donc tu vois, on passe là un peu par tous les schémas. Donc faut qu'on en rediscute. C'est un projet en développement qui est compliqué à faire émerger parce que je pense qu'il n'y a pas forcément de case télévisuelle pour ce projet. Alors que si on fait un spécial 26 minutes, on peut le faire entrer dans du type court métrage ou moyen métrage. Donc peut-être plus facile à financer. Après, on a fait une série qui marche très bien, qui est actuellement vendue dans différents pays, qui s'appelle Les Super Pouvoirs du Vivant. Cette série, on l'a faite et aujourd'hui, elle marche dans un format de 3 minutes 30, parce qu'on est dans du ludo-éducatif. Tu sais que tu vas pas te lancer dans du ludo-éducatif en format 10 x 30 minutes. Non, tout le monde va décrocher, ça n'aura aucun intérêt. Il faut que ce soit des petites pastilles rigolotes, marrantes, que tu consommes comme ça, à 20h ou à 19h, entre le journal et une émission que tu vas regarder. Donc, voilà, t'as des cases comme ça où tu vas dire, bah tiens, quel est le public auquel on s'adresse et quel est le format qui va être le plus propice. Donc voilà, c'est un dialogue. Mais à un moment, tu vois, quand t'as Jérémy Perrin qui a fait Last Man en format 11 minutes et qui est remplacé, mais enfin c'est pas qu'il est remplacé, qu'il est ensuite qui va vers le long métrage, parce qu'on parlait avant de rampe de lancement, tu vois, tu fais du court, tu fais de la série et tu vas vers le long. Bah lui, une fois qu'il avait fait Last Man 1, il avait plus envie de faire Last Man 2. Le producteur lui avait proposé. Finalement, c'est un autre Jérémy qui l'a remplacé, qui était son second sur Last Man 1, son assistant réalisateur, qui l'a remplacé. Et Jérémy O'Haraud, qui a remplacé du coup Jérémy Perrin sur Last Man 2, n'avait pas du tout envie de plonger dans du 11 minutes. Il a dit, bah non, moi j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie qu'on travaille aujourd'hui sur des personnages, et plutôt que sur des épisodes courts, j'ai envie de vraiment travailler sur la profondeur des personnages. Et en fait, chaque épisode va être construit autour d'un personnage. Et on a un focus personnage. Et donc, chaque épisode est dédié à un personnage dont on rentre beaucoup plus profondément dans le psychique du personnage, dans qui il est, dans pourquoi il est là, c'est quoi ses actions, comment il est. Et c'est ça qui est intéressant. Et Jérémy avait, lui, Perrin, envie de questionner le long métrage. C'est comme ça qu'il est venu à Mars Express. Donc, et que là, aujourd'hui, il est en train de travailler sur son deuxième long métrage. Et Jérémy O'Haraud, qui avait fait Last Man saison 2, il est en train de travailler sur son premier long métrage. Donc, tu vois, t'as une évolution comme ça de réalisateur qui va tout doucement émerger vers du long d'animation. Ok. Moi, quand tu me parles de durée, forcément, j'ai un espèce de parallèle qui se crée avec quand même l'attention sur les réseaux sociaux, tu vois, qu'on dit quand même de plus en plus que on cherche de plus en plus le format court, voire très court.
Et est-ce que toi, dans ton expérience, puisque t'as quand même commencé bien avant tout ça, est-ce que t'as senti ou est-ce que tu ressens quand même un espèce de raccourcissement des durées pour garder l'attention, ou est-ce que t'as déjà eu des cas où on t'a dit on va privilégier ce format plutôt qu'un autre, ou est-ce que pas du tout? On travaille tout le temps là-dessus, en fait. Si tu veux, là, on est en train de travailler sur une série. Je vais solliciter il y a un auteur qui justement nous a proposé une série. Donc, c'est un auteur littéraire qui s'est adossé à une auteure graphique. Et ils ont franchement un très chouette projet dont on sait par défaut. Moi, je crois qu'il m'avait proposé du 7 minutes à la base. Et j'aurais dit 7 minutes, désolé, mais je pense que c'est trop long. Moi, je vous invite à faire du 3, 4, 5 minutes grand max, mais parce que je pense qu'en fait, même 5, c'est trop. Et je pense qu'en 3 minutes, je préfère faire plus de thèmes de 3 minutes que pas assez et d'avoir le sentiment d'étaler mon beurre sur une trop grande tartine. Et du coup, effectivement, on en discute. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que sur un programme comme celui-ci, je vais solliciter l'expertise d'une personne qui a déjà fait plusieurs séries, notamment web-séries ou séries à l'antenne, ludo ou éducative, un peu pop comme ça, pour que lui aussi nous donne son expertise de réal. Et parce que effectivement la durée, c'est faut trouver le bon équilibre entre la quantité d'informations que tu distilles, le rythme d'information, ce qui doit rester dans la tête. Et en fait, faut toujours faire attention à pas essayer de faire rentrer un éléphant dans un trou de serrure. Et c'est tout à fait la même chose dans le domaine du corporate. Quand on a des gens qui nous disent, écoutez, on aimerait parler de ça, et que le film il fasse 90 secondes, on va dire, on va avoir un problème parce que votre film, c'est sûr qu'il va pas faire 90 secondes, il va faire 5 minutes. Mais et en fait, les gens vont pas regarder votre film parce que 5 minutes, c'est trop long. Faites 3 films courts en ayant des thématiques claires plutôt qu'un film qui doit être un film où tu vas tout aborder. Ça ne sert à rien et ça marche pas. Et tout doucement, tout le monde commence à avoir compris ça. Donc ça me rassure un peu. Donc c'est pour ça que même on fait, tu vois, des séries pubs où t'as des gens qui nous commandent des choses et qui veulent avoir des petites séries comme ça, parce que ça se distille sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont compris qu'en 60 ou 90 secondes, tu peux faire des petits trucs marrants. Et aujourd'hui, ça marche bien. Donc le raccourcissement des infos, on en vient là. C'est vrai qu'on est tous consommateurs de ce type de petites choses. Après, c'est vrai que tu peux aussi très rapidement être aspiré par ce flot continu de petites pastilles très rapides, où maintenant c'est filmé en format vertical, t'as les sous-titres, t'as même plus besoin de mettre le son, et tu scrolles, et en fait t'es même plus en train de parler à ton voisin tellement tu scrolles sur ton téléphone. Donc il y a des pour et des contre quand même sur toutes ces petites séries, mais voilà, à nous d'être vigilants par rapport à nos téléphones, quoi. Ouais, il y a d'autres consommations aussi de contenu, tout à fait. Est-ce que tu dirais qu'il y a une patte de production un peu Amopix? Je pense à A24 dans le long métrage qui sont très films de genre, ou Blumhouse où ils sont plus dans le style horrifique. Est-ce que toi t'as l'impression qu'il y a une patte qui s'est dessinée dans tes choix de production? Alors c'est marrant parce que en fait les gens sont capables de dire quelque part d'une façon ou d'une autre. C'est beaucoup d'informations nous remontent comme ça, notamment par des gens des jeunes talents qui nous prospectent en disant on aime l'esprit des choses dans lesquelles vous venez vous immiscer, sans pour autant qu'on ait une parfaite signature sur ce qu'on décide d'accompagner. Parce que je pense on doit s'autoriser tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, effectivement, on est reconnu, et c'est assez marrant, comme participant à beaucoup de très jolis projets. Franchement, encore il y a 2 jours, c'est pas pour nous flatter, mais il y a une Sophie K, c'est des financeurs de films, qui nous a dit, mais punaise, mais vous êtes vraiment sur tous les bons plans, vous êtes partout. Bah tant mieux, j'ai envie de dire, c'est quelques heures de sueur à choisir les projets sur lesquels on va. J'en reviens, c'est pas que de la chance, à la fin, si on est sur tous ces projets et si les gens ont envie de bosser avec nous. Donc effectivement, je pense qu'il y a une sorte de patte de ce qu'on choisit de faire,
J'en reviens un peu à la direction artistique des projets qu'on a envie d'accompagner. Mais pour autant, ils sont quand même tous très pluridisciplinaires. Tu vois, il y a de la 2D. Aujourd'hui, par exemple, on est en train d'augmenter notre outil de production. On augmente Strasbourg. En fait, on va doubler la surface de production à Strasbourg. On a ouvert les studios à Annecy, qui eux aussi possiblement peuvent augmenter assez rapidement. Et on va venir travailler sur de la technique qui s'appelle du banc-titre. C'est-à-dire que c'est en fait, pour ceux qui voient pas ce que c'est, tu t'imagines des plaques de verre posées les unes au-dessus des autres et avec une caméra qui est en top shot. Nous, on fait pas ça aujourd'hui. On travaille pas sur ce type de choses. Et j'avais envie qu'on ajoute ça comme étant un nouveau métier chez nous, qui est où tu vas faire bouger du papier, ou bouger de la pâte à modeler, ou bouger du sable, et parce que j'ai envie qu'on accompagne ce type de projet. Donc je pense qu'on a une certaine signature sur les choix éditoriaux qu'on décide d'accompagner, mais pour autant ils sont tous très très pluridisciplinaires. Et quand tu compares Last Man au super pouvoir du vivant, ça n'a quand même rien à voir. Il y en a un où tu parles de petites bestioles et t'as quelque chose de très ludo, et t'en as un, c'est une grosse bastonnade. Donc voilà, les deux sont quand même assez différents. Mais pour autant, on aime bosser sur deux types de projets comme ça. Ok. Et ça a l'air de vous réussir, puisque effectivement vous êtes sélectionné notamment au festival de Cannes, festival d'Annecy, entre autres. Est-ce qu'il y en a d'autres, je sais pas. Bah ouais, écoute, il y en a plein. Alors c'est des festivals que tu connais sans doute moins parce qu'ils sont moins connus du grand public. Il y a par exemple Doc Leipzig qui est connu, qui est plutôt côté documentaire parce qu'on a signé un très très joli, franchement. Ce court-métrage, c'est un de mes coups de cœur cette année. Alors je peux pas le citer parce qu'en fait on peut pas encore communiquer sur les projets qui sont sélectionnés sans que les communications officielles soient faites. Et franchement, je peux pas le regarder sans que ce film me tire une larme, tellement il est fort et tellement il est émouvant. Et ça, par exemple, tu vois, il y a des gens au studio qui ont regardé le film en disant ouais, bon, ça a l'air chouette. Et en fait, quand on a fait une proj du film au ciné, parce qu'on se fait des projes au ciné, les gens sont revenus me voir en disant là, je viens de comprendre l'amplitude que couvre ce film. C'est pas un film qu'il faut regarder sur un écran, c'est pas un film qu'il faut regarder à la télé, c'est un vrai film de ciné. Et je lui souhaite d'avoir une belle carrière parce que je pense que ce film peut effectivement aller chercher des prix internationaux. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des films comme ça qui commencent à s'inscrire dans tout un tas de festivals. Alors dans les festivals, t'as les films qui vont aller chercher de la catégorie A, tu vois, Berlin, Toronto, Venise, Cannes, ça c'est du festival du film en catégorie A. Et puis après, tu as des festivals du film d'animation comme Annecy, qu'on décrit souvent comme le festival de Cannes du film d'animation. Mais tu n'as là que le film d'animation, mais tu as la crème de la crème du film d'animation. Et quand je dis la crème de la crème, c'est dur parce que t'imagines pas la déception quand t'es pas sélectionné à Annecy. Mais ils sont tellement sollicités à Annecy qu'il y a tellement de beaux films qui n'y sont pas, que c'est rageant aussi. Mais en fait, je crois, pour te donner un chiffre, le festival est tellement sollicité que je me demande, tu dois avoir, j'ai pas tout en tête, mais tu dois avoir 20 ou 30 projets qui sont pitchés. Pitchés, c'est-à-dire présentés. Ils ont eu 760 candidatures pour pitcher des films. Ça te donne le niveau du nombre de films. Alors quand je dis la crème de la crème, c'est aussi chaque festival a sa façon de voir et sa façon de concevoir. Donc un film qui va peut-être aller à Cannes, peut-être qui sera même pas sélectionné à Annecy dans la sélection officielle. Donc je pense que je me trompe d'ailleurs en disant crème de la crème, c'est-à-dire que tu as quand même une certaine sélectivité qui se fait sur un certain type de film. Il y a une certaine signature. Aujourd'hui, ça paraîtrait impossible de dire non à Coppola, Audiard ou Wes Anderson quand ils ont leurs films qui sont faits pour qu'ils aillent à Cannes. Ils sont habitués à ce festival, donc Cannes a une certaine forme de signature. Il peut y avoir des outsiders comme ça qui vont venir, mais vraisemblablement, t'as quand même une certaine patte sur un festival. Mais parce que aujourd'hui, tu as aussi des directeurs artistiques de festivals qui vont dire, bah voilà, moi j'ai sélectionné ci et ça et ça. Tout comme par exemple Daniel Cohen, pour parler d'un directeur artistique local de Strasbourg, qui signe la direction artistique du Festival du film fantastique, auquel on est très souvent présent,
Et nous, on adore faire des workshops avec lui ou parler des films qu'on présente et avoir des films qui sont sélectionnés chez lui. Et je pense que ça lui fait plaisir de nous accueillir en tant que studio strasbourgeois. Et tu vois, lui aussi va avoir un certain regard sur ce qu'il a envie de proposer. Donc voilà, de sélectionner en festival. C'est chouette quand tu l'es, c'est dur quand tu l'es pas. Mais t'es content pour les copains qui l'ont été à ce moment-là, parce que c'est quand même une petite famille l'animation. Et comment ça se passe justement la sélection? Tu candidates, tu disais, tu pitches, t'es obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir être sélectionné, c'est ça? Non, ça dépend de l'étape à laquelle est ton film. En fait, quand un film est fini, t'envoies un lien avec ton film fini, un MP4 que tu vas mettre sur Vimeo, hein, et voilà, et le jury va délibérer. Donc ils vont filtrer franchement des centaines de films pour qu'à la fin t'aies quelques dizaines de courts-métrages qui soient sélectionnés. Je crois que t'as 12 films qui sont de longs-métrages dans la compétition officielle. Il y a peut-être 150 candidatures, tu vois. Donc ça te laisse imaginer l'ampleur de ce qui attend les membres de la sélection. Donc quand tu veux pitcher, par exemple, un projet, c'est que ton projet est à une étape de développement ou de pré-production. Donc là, tu pitches, donc c'est-à-dire que tu as le producteur ou l'auteur, s'il n'a même pas encore de producteur, qui vient devant une assemblée de 300, 400, 500 personnes présenter son projet. Ça, c'est l'étape du pitch. Et là, il est très clair, il dit, ben voilà, moi j'en suis là, j'ai écrit ça, je fais ce film pour ça, et aujourd'hui je cherche un producteur, des coproducteurs, un distributeur. Et donc, par exemple, à Annecy, tu as tout un tas d'événements où tu as la compétition officielle en cours, la compétition officielle en long, les spéciaux télé, etc. Et tu as un des trucs que je préfère moi, qui sont les pitchs. Et les pitchs, c'est là où tu as des auteurs qui, dans un temps qui leur est donné d'une vingtaine de minutes, doivent présenter leur projet à un parterre d'auteurs, de producteurs qui peuvent décider de dire « Oh punaise, moi ce projet il m'intéresse énormément, je le contacte et j'ai envie de monter en production dessus. » C'est ça. Tu fais un peu tes courses à ce moment-là, quoi. Enfin. Oui, tu fais des courses parce que ça s'appelle le marché du film. Ah voilà. Et ça, parfait. En général, quand tu vas au marché, tu fais tes courses. Et tu as exactement la même chose à Cannes. C'est-à-dire que c'est un peu moins connu, encore une fois, du grand public. Toi, si tu veux, quand tu regardes la télé, Cannes, on va te montrer la montée des célébrités qui vont monter le tapis rouge. Mais ce qui se passe en dessous, et c'est physiquement en dessous du festival, c'est les gens sont pas à la lumière du jour, et tu as le marché du film. Et c'est là que les gens font leurs courses. Et en disant, ok, alors ça c'est le nouveau film de X, Y ou Z, bah tiens, moi je décide de monter dessus, moi je vais m'occuper des ventes de ce film, moi j'aimerais bien, il a un stade de développement, bah j'aimerais bien vous aider à le développer, ou j'aimerais bien vous aider à le produire, moi je peux venir avec des capitaux, je peux venir avec ci, je peux venir avec ça, et c'est là que tu fais des marchés. Donc moi je fais assez fréquemment le marché du film d'animation pendant le festival du film d'animation. Tu vois, c'est deux événements qui sont séparés. T'as le festival du film, avec les films en compétition, et t'as le marché du film. C'est deux événements séparés, qui ont lieu en même temps. À Cannes, c'est pareil, t'as le marché du film, et tu as le festival. Et ça, c'est récurrent, tu as ça dans tous les festivals, ou la plupart du temps. Ok. Et justement, tu le disais un peu avant, alors pour ceux qui ne se projettent pas du tout sur comment ça se passe un festival, mais donc tu postules, ouais. Donc tu envoies toi tes films, du moins le film que tu as sélectionné. Alors est-ce que c'est potentiellement payant déjà de postuler à ces festivals? Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont pas payants, ça dépend, il y en a, c'est variable. Après payant, ça peut être $50. Mais si tu fais 100 festivals à $50, ça commence à piquer. Donc, il faut que tu prévois ça effectivement tout doucement dans tes budgets. Donc ça, par exemple, si t'es suivi par un distributeur, le distributeur peut prendre ça à sa charge. Ok. Et du coup, y a pour toi, selon toi, est-ce qu'il y a une... Alors, je vais commencer par une autre question, comme ça induira celle d'après, mais je suppose quand même que il y a une espèce de, on en parlait avant, de visibilité ou une reconnaissance à participer quand même à ces différents festivals, ou du moins d'avoir ces films sélectionnés, selon toi, je pense. Ben, oui, il y a une classification dans les festivals. Hein. C'est pour ça que, alors si tu veux, peut-être que ça tout le monde le sait pas, mais ce sont les sélections de tes films et les prix qu'obtiennent tes films
en festival qui rendent tes films éligibles pour passer à la shortlist des Oscars, par exemple. C'est-à-dire que si tu n'es pas sélectionné dans certains types de festivals dans le monde, tu ne peux pas prétendre aller aux Oscars. Donc voilà, il faut que tu aies une sorte un peu de checklist en disant bah voilà, il y a ça rend mon film éligible. Pour passer à l'étape d'après qui va être celle de la shortlist des Oscars, puis dans la shortlist des Oscars, tu as des votants qui vont passer au peigne fin ce qui a été fait pour que ton film soit en sélection. Là, s'il est en sélection pour les Oscars, c'est le Graal. S'il a l'Oscar, c'est le méga Graal. Donc voilà. J'imagine. Mais donc du coup, t'as un peu répondu par la force des choses, mais j'allais te demander justement s'il y avait un peu une différence de prestige entre les différents festivals. Mais du coup, entre de l'Oscar ou autre chose, ouais. Il y a une différence de prestige, il y a une différence marketing. Alors pour un court-métrage, ça va propulser la carrière du réal, du producteur, forcément. Déjà, quand tu sais, c'est un peu comme tout. C'est le principe du label. Quand t'as ce qui s'appelle un label cannois, quand t'as un label annécien, et quand tu vas devant une affiche de ciné en te disant qu'est-ce que je vais regarder ce soir, et que tu as les labels des festivals que tu connais, et tu dis ok, ce film il a été présenté là et là, il a été sélectionné, et ben c'est plus facile pour un distributeur de commencer à vendre le film. Parce qu'on en revient à un produit. Tu vas faire un film, et notamment un film de long métrage, et ce film, une fois que toi t'as fini de le faire, de le fabriquer, il faut que tu passes le bébé à un distributeur qui va distribuer ça dans un réseau de salles en France. Et tu passes ça ensuite à un vendeur inter. C'est deux métiers différents qui, eux, sont en charge d'opérer la bonne communication du film et qui vont s'adosser à des RP, des relations presse nationales et des relations presse internationales, et qui vont tout faire pour promouvoir ton film. Et ce distributeur et ce vendeur international, tu les as d'ailleurs souvent assez tôt dans le développement de ton film. Ce sont même d'ailleurs parmi les premiers financiers privés d'un de tes films qui vont amener ce qui s'appelle un MG. C'est un minimum garanti. Et ils vont dire, ok, moi ce film, j'y crois tellement que je vais mettre X euros sur ce projet. Et je prends les ventes inter du film, tout territoire, et je prends par exemple la distribution française du film. Et c'est eux qui vont ensuite s'occuper des affiches, des promotions, de faire en sorte qu'on parle de ton film sur France Télé, sur France Inter, sur TF1, sur M6 ou je sais pas quoi, et de buzzer autour de ton film. Et que tu aies les interviews des réalisateurs, des réalisatrices, etc. Et en fait, c'est comme ça que en fait tu vas avoir ces ramifications qui vont se faire. Et que, par exemple, Le Pacte, qui est le distributeur de Angelo dans la forêt mystérieuse, un film qu'on a coproduit, qui était présenté à Cannes hors sélection, qui est présenté à Annecy en sélection, va s'atteler à distribuer le plus de copies possible en France. Les copies, une copie égale un cinéma. Ou quand tu as le plus de copies possible, et ben c'est ce que tu vas espérer avoir. Si tu as 150 copies, ben c'est super, tu vois. Après, tu peux avoir 200, 300, 400, 500 copies selon et tu peux même refaire des copies si tu as ton film qui prend et que tu as un effet de bouche à oreille qui fait que d'un coup, par exemple pour Mars Express sur lequel on avait travaillé, il y avait un certain nombre de copies qui avaient été faites. Peut-être que je te dis une bêtise, mais c'est peut-être 150. À un moment, ça marchait très bien, donc ils sont passés à 180 copies. Ils ont fait 30 tirages de plus. Parce que, et là, c'est les réseaux, c'est ton distributeur, et lui en contact avec des réseaux d'exploitants, de salles. Et c'est ces réseaux d'exploitants qui vont ensuite se dire, ok, ben on va le distribuer dans telle salle. Et c'est un peu la même chose dans les ventes internationales. Et puis après, ça peut être encore racheté quelques années plus tard par des plateformes. Ouais, bien sûr. Et je suppose que justement ces exploitants des fois peuvent juste simplement quand ils voient que chez d'autres ça marche dire je veux le mien aussi, ma copie, c'est ça? Ouais, tu gros, peux effectivement, mais c'est difficile d'essayer de faire tu vois, un film s'il marche pas en 2-3 semaines il est éjecté d'une salle, hein. C'est triste. Mais en fait il y a tellement de films que c'est assez difficile aujourd'hui d'expliquer une recette parfaite. Regarde, prends le film d'Artus. Qui aurait dit que ce film serait à 4 millions à peu près d'entrées à ce jour?
Tu vois, il y en a pas beaucoup qui auraient parié sur ça. Tu vois, parfois t'as des effets de surprise qui sont dingues. Et je veux dire, à la 3e semaine d'exploitation, le film fait encore mieux que la première semaine d'exploitation. C'est-à-dire que t'as carrément un pic d'activité sur son film. Franchement, chapeau. Et après, c'est les recettes. T'arrives pas forcément à les refaire. Hein. Moi, j'imagine. Bah ouais. Sinon, tout le monde ferait des films à succès. Bah ouais. Bah mais oui. non, c'est pas si simple. Ah, il y avait... Bon, alors la ref, elle est un peu chelou. Mais il y avait Philippe Lachaud qui avait été interviewé par McFly et Carlito. Et il parlait aussi de ses déboires avant de faire son premier film qui s'appelait comment Babysitting, Ouais, notamment où personne ne lui faisait confiance sur ce film et ça avait été un assez gros carton à l'époque dans la sphère cinéma, quoi. Bah oui, t'as des sortes de success stories comme ça qui sont inattendues, vraiment. Enfin, tu vois, Bienvenue chez les Ch'tis, tu remontes un peu plus loin dans le passé. Sorte de méga film populaire, mais qui aurait attendu qu'il ferait peut-être, je sais pas, c'était quoi, 12, 13, 14 millions d'entrées, tu vois. Donc forcément, t'as un effet où tu dis, bah, oh punaise, ça en parle, ça en parle, ça en parle. Et du coup, c'était la même période que, je crois que c'était Titanic qui était en même temps. Et du coup, Titanic, il l'avait ressorti, ensuite il l'avait ressorti encore. T'avais une sorte de compète entre deux films comme ça, pour dépasser les 15 ou 18 millions d'entrées. C'est rigolo. Mais là, c'est des cas extrêmement rares. C'est un film comme ça. Je sais pas, tu vois, ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où ils ont essayé de faire le 2, le 3, je sais même pas s'ils sont pas allés jusqu'au 4. Tu vois, t'as des sortes de projets comme ça où d'un coup, c'est des projets comme ça qui explosent. C'est un peu plus rare dans le domaine de l'animation, notamment de l'animation un peu indé, sur laquelle nous on est, où tu fais quelques centaines de milliers d'entrées, tu vois, et là t'es déjà content, t'arrives déjà à avoir un seuil de rentabilité, mais un film, tu vois, il faut être du Kung Fu Panda ou des choses comme ça pour réussir à faire 2,5 millions ou 3 millions d'entrées, et ils y arrivent, quoi. Mais là, c'est tout de suite. T'as aussi une force de frappe marketing qui est celle de DreamWorks ou de Disney, ou voilà, c'est pas pareil non plus. C'est clair. Est-ce que j'imagine t'as participé à des visionnages des films auxquels t'as participé. Est-ce que t'as une petite émotion dans la salle? Est-ce que t'es à l'affût des réactions des gens qui sont à côté de toi ou des choses comme ça? Des séances, on en fait assez fréquemment. Déjà, chaque année, ça me tient vraiment à cœur. Je fais l'anniversaire du studio. Et donc, on ouvre la salle, elle est libre. Hein. Donc, on communique sur les réseaux sociaux. On n'a pas trop de mal à remplir la salle. On a commencé à faire ça il y a 2 ans. On était 90, on était 120 l'année dernière. Et là, je crois qu'on était plus de 240 cette année. Tu vois, donc, les gens s'intéressent et tout doucement nous connaissent à Strasbourg. On a peut-être doucement notre petit nom. Et puis après, on fait des séances spéciales, par exemple, avec le Festival du film fantastique, où ça fait quelques années on avait présenté Last Man comme ça, on a présenté Mars Express comme ça. J'espère qu'on va présenter d'autres projets là, à la rentrée de septembre. Évidemment, c'est génial. Tu vois, écoute, il y a 2 jours maintenant, j'étais à Cannes pour présenter Angelo dans la forêt mystérieuse. T'es assis, t'as des gamins qui rigolent, t'as des adultes qui rigolent, t'as forcément... c'est extrêmement grisant ce moment, tout en étant stressant d'être au milieu comme ça de gens qui disent ouais, ils vont aimer, pas aimer, comprendre la vanne. Donc ouais, t'as une anxiété, mais c'est grisant. Ça reste un très chouette moment. Et puis après, t'as des gens qui vont dire bah voilà, je suis rentré dedans, je suis pas rentré dedans. Il y a un peu de tout. Et ben encore heureux, tu vois, un film, ça convoque des émotions qui vont fonctionner chez certaines personnes, pas chez d'autres. C'est très variable. Mais en général, oui, écoute, les films sur lesquels on est fonctionnent plutôt bien. Je participais jusqu'à l'année dernière à toutes les éditions du marathon vidéo 48 heures qui est à Strasbourg aussi justement. Et effectivement, ouais, quand tu vois ton court-métrage qui passe, que t'as 2-3 personnes qui rigolent à droite à gauche, t'es en mode ok, j'ai pas fait ça pour rien entre guillemets. C'est un peu ça qu'on recherche aussi. C'est on revient un peu au fait de susciter des émotions et si ça marche, c'est tout gagné, quoi. Bah ouais, franchement, t'es quand même très très content quand les gens vont se marrer. Nous, écoute, on est vraiment ravis. Cette série, j'en parle, mais c'est les super pouvoirs du vivant. Tu vois, c'est une petite série avec des bouts de ficelle qui mêlent animation et motion design, fait par une toute petite équipe et réalisée par une fille qui s'appelle Charlotte Schmidt et j'ai eu la chance de co-réaliser ça avec elle. Et
il y a vraiment, on a eu, mais que des avis dithyrambiques sur cette petite série, sans aucune prétention. C'est vraiment parler du vivant, parler des animaux, expliquer. Et quoi qu'il en soit, tu sors enrichi de chaque épisode. Et aujourd'hui, tu vois, il commence à être vendu dans plusieurs pays, ce projet. J'aimerais bien peut-être un jour en faire une saison 2. Et puis après, là, faut trouver le diffuseur qui sera capable de nouveau de se dire, OK, bon, on a fait une saison 1, elle a bien marché. Est-ce qu'on a envie de se lancer dans une saison 2? Pourquoi pas? Et parce que c'est pas toujours facile de lancer une saison 2, même si ta première saison a fonctionné. Et tu vois, ça, c'est génial. Et on a fait cette projection là en avril pour notre soirée anniversaire, où je m'étais amusé à faire comme ça 1h15 de line-up de différents projets, des cours, des extraits de long métrage, ce que tu appelles des work in progress, donc des films en train d'être faits pour que les gens voient ce qu'on a au studio. Et ça avait cartonné en fait. Il y a des gens qui étaient morts de rire sur certains épisodes, dont un qui est très drôle qui s'appelle Le Blob, où t'expliques comment fonctionne cette sorte d'organisme unicellulaire qui ressemble à une omelette. Voilà, ça avait beaucoup plu. Donc voilà, ouais, ça c'est très Je très confirme. De ce qu'on s'est dit là, c'est pendant cet échange, je me rends compte que finalement la partie production, c'est celle qui va vraiment faire vivre le film. Sans prod, limite ça peut ne pas exister quoi. À part on parlait de Francis Ford Coppola tout à l'heure qui a mis tous ses fonds propres pour pouvoir faire son dernier film là. Et du coup la question qui m'est venue, c'est est-ce que le rôle de réalisateur, il a pas un peu éclipsé les rôles des producteurs? On parle souvent plus des réalisateurs finalement que des producteurs en eux-mêmes. Quelle est ta vision là-dessus? Alors je pense que ça dépend des pays où le rôle du producteur, à l'époque tu disais des Américains qui produisaient, tu parlais souvent des tycoons, c'est écrit TYCC, enfin COON, et ce tycoon c'est vraiment t'avais Mankiewicz, t'avais des gens comme ça qui étaient ces énormes producteurs américains où tu en as l'image un peu à la Orson Welles, tu sais, t'as le chapeau, t'as le cigare et t'as ce siège en fait où t'as marqué producteur derrière. Ouais, parce que c'est une façon de faire, c'est-à-dire que c'est les producteurs qui d'une certaine façon peuvent imposer leur vision. En France c'est différent. En France on fait des films d'auteur, on fait pas des films de studio. Aux États-Unis, tu fais des films de studio. C'est un film de studio, avant d'être un film d'un réalisateur. Sauf certains grands réalisateurs où tu t'en fiches presque de voir quel est le studio qui a fait ça. C'est Francis Ford Coppola, c'est Spielberg, c'est Christopher Nolan, bien qu'il soit anglais, il est pas américain. Mais tu vois, c'est eux portent ça. Comment le cinéma évoluera-t-il une fois que certains de ces géants ne seront plus là pour s'auto-produire, parce que tu le disais à l'instant, Francis Ford Coppola a investi 120 millions, je crois, de sa fortune personnelle, qui aujourd'hui est principalement issue, si je me trompe pas, de l'huile d'olive et du vin de Californie, mais pas des films. Donc ces films n'ont pas forcément été rentables. Et puis c'est peut-être aussi quelqu'un qui a tendance à cramer la chandelle par les deux bouts, tu vois. Il est total. Quand tu fais Apocalypse Now et que t'investis autant, t'es total. Ce mec ne respire que cinéma. Donc voilà, il y va à fond. Bravo, franchement. Enfin, c'est quand même osé. J'espère que son film marchera. Et voilà. Donc aujourd'hui, les visions en France, c'est quand même un producteur et derrière le réalisateur pour essayer de le pousser du mieux qu'il peut à faire son film. Aux États-Unis, c'est un autre procédé. En Allemagne, c'est un autre procédé. Selon les pays, c'est d'autres procédés. Mais globalement, t'as un principe franco-français qui est que tu parles d'un film de réalisateur. Et le final cut, ce que t'appelles le final cut, c'est le réal qui l'a en France. Pourquoi t'as Ridley Scott qui sort sa version? Pourquoi t'as David Fincher qui sort sa version? Parce que t'as un studio qui dit non, ça c'est la version qu'on va sortir. Et ensuite le gars te dit bah ouais, mais moi j'ai envie de faire ma version. J'ai envie de faire mon Alien comme ça, j'ai envie de faire mon truc comme ça, et ils vont sortir leur version de film quelques années plus tard. De la même façon que tu vas avoir le Peter Jackson qui avait fait ensuite les versions longues. Tu vois, où il avait envie de mettre plus de choses de son Seigneur des Anneaux, parce qu'il avait des plans qui avaient été faits, il avait envie que son film vive autrement. Alors,
Là, je serais d'ailleurs pas tout à fait capable de dire si c'est le studio qui s'est dit « Oh là là, on va encore gagner plus d'argent en sortant une version longue, triple DVD, et on va pouvoir encore avoir un effet marketing. » Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tu as quand même des réalisateurs qui veulent imposer une certaine façon de faire. Et aujourd'hui, tu vois, même des très grands auteurs de cinéma américains sont dans la difficulté d'être capables de produire leurs propres films. Et souvent investissent ou ont leur propre studio. Tout comme là, Francis Ford Coppola ou... un grand comme Clint Eastwood, tu vois, qui lui, il a sa vision des choses et ça sera sa vision des choses, tu vois. Ok. D'où la Director's Cut, quoi, finalement. Mais je pense que, du coup, c'est très typique des États-Unis, alors? C'est très typique des États-Unis. Ils ont une façon de faire qui est la logique de la rentabilité. Un studio, quand il investit, et que tu as un petit studio comme Weinstein à l'époque, qui commençait à produire du cinéma d'auteur. Alors, évidemment, hein, je fais tout à fait la part entre ce qu'est le producteur et son studio. Et qui a commencé vraiment sur des petits films où ils ont été les premiers producteurs de réalisateurs émergents, de choses comme ça. Tu vois, ils se sont construits jusqu'à construire un empire, jusqu'à ce que cet empire s'effondre. Mais ils ont commencé à mettre quelques millions de dollars sur un film, ça a fonctionné, ça a été rentable, ils en injectent plus, c'est rentable, etc. Et c'est une logique mercantile, mais on en revient au marché. Et tu as effectivement aujourd'hui, je crois que c'est Guy Ritchie qui disait ça, tu vois, il dit quand lui il travaille pour un studio américain et qu'il est appelé par Disney pour faire Aladdin ou qui fait Sherlock ou qui fait d'autres films, Gentleman ou autre, tu vois, c'est un réal, franchement, quand tu regardes Arnaque, Crime et Botanique dans les années 90 et l'évolution et la trajectoire de ce réalisateur, il a toujours été virtuose en caméra, il a son style, il a sa signature, il adore ses plans ralentis, il adore avoir un narrateur, il a sa façon de raconter les choses, il a son rythme image, et voilà, il signe du Guy Ritchie. Et aujourd'hui, je voyais une interview de lui, il me dit aujourd'hui, moi c'est simple, en fait, un studio me dit, écoute, on va te donner 100 millions, mais on te donne $1, je veux que ça m'en rapporte 7. Donc je te donne 100 millions pour faire ce film, mais à minima, il faut que ça nous rapporte 700 millions. Bon bah voilà. Donc sur cette marge, petite marge de 600 millions, ils sont capables de produire ou de lancer des choses pour d'autres films. Mais je cite lui parce que tu vois, c'est marrant, quand moi j'ai mes studios place de la Cathédrale à Strasbourg. Et j'avais vu la création de Sherlock Holmes 2 qui avait été tournée place de la Cathédrale à Strasbourg. Et il s'était notamment amusé à faire des plans qui n'ont jamais existé dans le film, notamment un plan où tu avais une caméra qui rentrait dans une calèche qui explosait et tu avais un travelling qui passait par la fenêtre, la calèche explosait et c'était robotisé où tu avais un robot qui faisait tourner la calèche en même temps qu'un robot faisait tourner la caméra. Ce plan a coûté $1 million. Ah, oh, vache. Tu ne l'as pas dans le film. Ah là là. Tu regarderas, tu ne l'as pas dans le film. Donc, il y a aussi, si tu veux, un film coûte cher parce que t'as un principe de laboratoire. Les mecs, ils expérimentent des choses et en gros, tu ne vois que le meilleur du meilleur du meilleur de ce qu'ils ont voulu injecter. Leur truc, ça a marché par marché où finalement ils se sont dit, narrativement, c'est dommage. Et ce labo qu'on a mis en place là pour tester ce plan de la calèche qui explose et de la caméra qui est corrélée au mouvement de la calèche qui explose, on va pas le mettre dedans, tant pis, mais ça nous servira peut-être pour autre chose. On a fait un bon technique, on sait que ça marche bien, on l'utilisera peut-être pour Sherlock Holmes 3, si un jour ils en font un troisième, ou pour autre chose. Mais voilà, c'est assez rigolo. Et je crois que c'était les mecs de la régie qui m'avaient dit à l'époque, tu vois, ce film, ils ont testé ça, ça a pas marché, et ça c'est une sorte de money shot, comme t'appelles ça, hein. C'est-à-dire un plan qui vaut de l'argent, qui est cher. Mais il a quand même fini comme un rush à la poubelle. Donc voilà. C'est même pas dans les bonus DVD. Écoute, j'en sais rien, mais voilà. Et donc tu regardes, moi je me souviens quand même Strasbourg qu'ils étaient métamorphosés pendant 1 mois à payer tous les loyers de toutes les boutiques qui avaient été grimées pour ressembler à Strasbourg des années 1850, 1870, je sais plus trop. Et pourquoi pour 45 secondes de présence dans le film. Ouais. Tu vois, donc tu sais que juste Strasbourg ça a coûté peut-être 5-6 millions d'euros de budget.
Voilà, mais ça, tu ne peux pas produire ça en France, ce type de choses. C'est très anglo-saxon. Moi, il y avait juste une petite question. Je voulais sortir un petit peu de l'aspect très professionnel, mais quand même pour rejoindre un petit peu cet aspect professionnel, mais parler un peu du côté personnel. Je sais que t'aimes bien aussi faire des petites sorties à vélo, ce genre de choses, te connecter un peu. Justement, est-ce que toi c'est quelque chose que tu apprécies aussi pour cet aspect de déconnexion? Est-ce que ça t'apporte aussi toutes ces sorties quelque chose dans ton travail? Voilà, c'était un peu c'est personnel, ça. Pour aborder l'aspect perso. Ouais. Ah non, moi je suis un gros kiffeur de nature, hein, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas être dehors. Si je peux être dehors le plus possible, je suis dehors le plus possible. Et c'est un échappatoire, mais en pleine contradiction aussi, c'est-à-dire que quand je fais de la rando, j'ai souvent mon téléphone et je réponds à des mails, ou j'ai une boîte à idées dans laquelle je dicte des choses à mon Siri en disant tiens, pense à ci, pense à ça, fais ci, fais ça. Et donc le principe de déconnexion chez moi, il est vachement difficile. Ouais, alors je fais pas ça à téléphone enfin je dicte pas des choses à mon téléphone quand je suis sur un vélo, parce qu'en général ma grande passion, c'est la vitesse. Et donc effectivement, je fais des grosses sorties à vélo parce que ça me décharge énormément, et du coup mais je pense qu'en fait je suis assez adepte, à tort ou à raison, mais une tête bien faite, ça fonctionne si t'as un corps qui fonctionne, si t'as un cœur qui bat, si t'as alimenté tout ça. Et j'adore ça, en fait, ce principe d'échappatoire. Et en général, je reviens d'une sortie avec des nouvelles idées. Ok. Vraiment. Mais c'est comme ça, c'est très personnel, c'est comme ça que je fonctionne. Donc ouais, il faut que j'aille m'épuiser sur 150 bornes, et puis après, voilà, j'ai été lavé de certaines choses, et je peux réfléchir, et je reviens avec des idées propres, un peu plus matures. Ça permet aussi ça te permet à ton esprit aussi peut-être de divaguer un peu plus facilement et de sortir du contexte pro. Ouais, il y a ça. Mais tu vois, en ayant installé des bureaux à Annecy, c'est pas innocent non plus, très objectivement. Si j'adore me balader ici, que ce soit le long du Rhin ou dans les Vosges, ou même faire des grosses sorties en famille ou en solo, j'adore faire découvrir l'environnement d'Annecy à ma famille maintenant, qui est devenue assez adepte de ce lieu, de cet écrin, et voilà, c'est vrai que il y a quelque part un principe de sport et de vélo où moi je trouve des similitudes entre les deux. Tu vois, il y a des choses de passion. Tu vois, on en revient à la passion, on en revient à l'émotion, on en revient au principe grisant. Pour moi, les deux sont d'une façon ou d'une autre connectés et complémentaires. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Et en plus, Annecy, moi, ça me fait penser aussi au ski. Je suis assez fan de ski aussi. Oui, tout à fait. C'est assez vite accessible. T'as toutes les montagnes, pas trop loin. C'est pas trop loin. En tout cas, t'as réussi à bien, du coup, boucler la boucle magnifiquement pour se diriger vers les questions un peu plus de fin d'échange. On avait eu une question de Cécile Jacquin, qu'on embrasse, mais que t'as répondu globalement. C'était comment en es-tu venu à l'animation? Il me semble que tu en parles au tout début de l'échange. Peut-être une bonne étoile. Comment j'en suis venu à l'anime? Écoute, ça s'est fait de vraiment de façon organique sur des années. En fait, c'est comme dit, j'avais commencé par faire du motion, à l'apprendre tout seul, à monter des équipes, où France Télé m'a appelé en 2011 pour comme j'avais commencé à percer dans le domaine du compositing, qui est l'un des départements dans la myriade de départements que tu as dans le domaine de l'animation, qui est comment est-ce que tu assembles des plans à la fin de la fabrication d'un film. Là, j'avais monté ça, et ensuite je me suis dit mais punaise, en fait à Strasbourg, tu as des auteurs magnifiques qui sortent, entre autres, mais de la Haute École des Arts du Rhin, c'est-à-dire les arts déco, et on a un vivier mais hallucinant de talents qui signent les pages de couve du Washington Post, du New York Times, de choses comme ça, auteurs avec lesquels nous on travaille aujourd'hui, et voilà, c'est juste chemin faisant, en fait, on avec une certaine volonté, une bonne étoile, un peu de peau, beaucoup de travail. Enfin voilà, c'est l'alchimie de tout un tas de choses, de renforts aussi que sont mes renforts familiaux. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se feraient pas sans la présence bienveillante de ma femme qui m'accompagne depuis toutes ces années dans toutes ces aventures entreprenantes. Et voilà,
Et puis on n'a pas fini d'explorer l'animation, hein, parce que il y a un sacré paquet de formes dans l'animation, donc c'est un bouillonnement permanent. Trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce que tu peux nous dire tes prochains projets à venir, à sortir là dans les mois qui viennent? Est-ce que tu peux nous teaser quelque chose? Ouais, bien sûr. Alors, on a un line-up qui est assez intéressant. Donc, déjà, on est en train d'agrandir nos studios de Strasbourg. Donc là, on vient de finir beaucoup de productions. Là, on a un petit temps de pause dans les fabrications. Cela dit, on a quand même différents courts-métrages en cours de fabrication au studio. On a des longs métrages qui vont pas tarder à commencer à être fabriqués. Pardon. Notamment à Annecy, qui va monter en puissance dans les semaines qui viennent. Et du coup, il y a on va faire des décors pour Louis Clichy, qui est un très chouette réalisateur. On va travailler avec Eddy Cinéma sur un long métrage qui s'appelle Le Corset, dont on va signer les décors à Annecy avant de commencer à faire de l'animation et de l'assistanat d'animation à Strasbourg en 2025. On a comme ça effectivement différents longs métrages. On a pas mal de séries aussi qu'on est en train de développer. On a acheté notre première IP, donc propriété intellectuelle, qu'on a acheté à des Japonais pour lancer le développement de notre première série manga, on va dire ça comme ça, qu'on va commencer à développer dans les semaines qui viennent. Donc voilà, on va s'atteler à beaucoup de projets en développement. Et donc c'était une BD qui était chez Casterman et qui nous a été conseillée par justement l'une des éditrices de Casterman, qui nous a renvoyé ça en disant coucou, ça pourrait être chouette à adapter. Donc on va passer sur nos premières adaptations. Trop bien. Bon, le nom est, je sais pas si tu l'as dit ou pas. Ouais, pour l'instant, je le garde un peu sous le coude parce que c'est secret. Okay, ouais, d'accord. non, je n'ai pas cité le nom, t'as pas échappé, je l'ai pas encore cité. On est en train de travailler dessus. Donc, on a signé, donc c'est une propriété intellectuelle japonaise dont on a fait l'acquisition, et donc on a acheté les droits de cette édition. Et la réalisatrice était au Japon, là, pendant un mois. Et elle a été extrêmement bien accueillie par les auteurs qui étaient très flattés que des Français aient envie de travailler sur ce projet. Ne le dénature pas. C'était très important aussi pour elle en tant qu'auteur et pour eux que en fait on adapte, mais on va pas faire d'une BD pure 2D, une BD, enfin un film en 3D. On est vraiment à respecter les règles artistiques qui ont été posées par les auteurs. Et voilà, c'est quelque chose de très simple, très beau, très contemplatif. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des jolies îles et des chats. Voilà. Mais je vais pas encore vous vendre le concept. Bah, on a hâte de voir, du coup. Voilà, on va mettre ça. Premières images. Ouais, bah, on va tout doucement faire entrer ça dans les phases de développement de projet. Ok. Victor à l'affût de la moindre info croustillante. Est-ce que tu peux nous partager une œuvre qui t'a inspiré, qui t'a fait réfléchir, qui t'a donné envie de faire ce que tu fais maintenant? Il y a quelque chose qui te vient comme ça à l'esprit? Des œuvres. Je pense pas avoir une œuvre comme ça totem aujourd'hui où me dire punaise, là il y a eu un tournant. En fait, j'ai le sentiment surtout d'avoir eu d'avoir été entouré et bercé je suis assez pop culture en fait, hein, donc j'ai été bercé dans mon enfance principalement d'un cinéma américain, allant de Spielberg à peut-être que Zemeckis, c'était l'un des réals qui m'a le plus fasciné. Est-ce que d'une certaine façon un film aussi zinzin que Roger Rabbit m'a habité avec une sorte de mélange d'animation, de prouesse technique. Moi, j'adore regarder ça, ça me fait mourir de rire. Et je trouve ça vraiment très chouette. Est-ce que des Miyazaki ont ancré des choses en moi? Je sais pas, j'ai l'impression vraiment de me nourrir de tout un tas de choses, mais très large. Je pense pas aujourd'hui avoir une pièce maîtresse en disant « ouais, je m'appuie là-dessus » et là, il y a eu un point de bascule. Non, il y a rien qui me vient à l'esprit. J'adore la SF. J'ai eu des traumas, mais des purs traumas. Je crois que mes grands-parents étaient complètement cinglés à l'époque. Il y a mes grands-parents paternels qui m'ont dit ah chouette. Quand je dis pop, c'est pop. Hein. Il y a un film avec Schwarzenegger qui sort. On va aller regarder Predator. J'avais 7 ans. Non mais franchement, quelle idée quoi. Ah oui, d'accord. Je vous dis même pas le trauma quoi. C'est-à-dire que c'est resté ancré ce truc de peur absolue. C'est absolument pas un film à regarder à 7 ans. Enfin franchement, faut être fou quoi. Et donc on était allé regarder ça.
du grand n'importe quoi. Je me souviens que ma mère avait gueulé le lendemain en disant mais c'est absurde. Et voilà, et Terminator, voilà, il y a eu, mais on est loin de l'animation quand même quand on questionne ça. Mais c'est plus le genre de la SF. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est pour ça que j'ai aimé beaucoup et été très heureux de travailler sur du Last Man qui visite le genre dans l'étrange, ou du Mars Express qui questionne les robots, notre relation aux robots, notre relation aux intelligences artificielles. C'est pour ça que j'adore les BD de Mathieu Bablé comme Carbone et Silicium. Voilà, c'est des trucs que je trouve incroyables. Mais aussi, il y a une BD que j'ai adorée dernièrement. Je vous l'ai cité avant. C'était Les Guerres de Lucas parce que ça mélange la BD, ça mélange le cinéma. Ou par exemple La Bombe, que j'ai trouvé une BD, encore une fois une BD documentaire qui a été écrite. Je crois qu'ils sont 4 auteurs pendant 5 ans à avoir travaillé sur cette œuvre-là. Je trouve que c'est des œuvres qui sont phénoménales. Donc voilà, franchement, je me nourris de plein de trucs. Ok. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Tu nous avais cité quelqu'un tout à l'heure. J'ai oublié le nom. Est-ce que ça te revient? Il me semble que tu avais cité quelqu'un. Oui, je vous ai cité quelqu'un, mais on a abordé beaucoup de choses. Et ouais, c'est vrai. Et là, ça revient pas tout de suite. Il faudrait que je scanne dans les archives. Mais même si t'as potentiellement d'autres idées, hein, c'est que t'aimerais, de personnes que t'aimerais entendre, expérience. Des retours d'expérience, il y a, je pense que des gars, si vous faites migrer un peu aussi vers l'animation, je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes, peut-être sur des personnes comme, encore un Jérémy Clapin, qui avait réalisé J'ai perdu mon corps, qui est très intéressant parce que il a fait des cours. Le cours l'a propulsé vers le long. Il a travaillé avec Xilam, qui a produit son long métrage J'ai perdu mon corps, qui avait une trajectoire fulgurante, qui était à Cannes, qui avait été repris par Netflix, qui avait été proposé pour les Oscars, qui était aux Oscars, qui n'a pas eu l'Oscar, mais voilà, qui a une trajectoire incroyable, qui aujourd'hui est en train de questionner le live. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui peut être extrêmement intéressant dans sa trajectoire de carrière, dans ce qu'il a fait. Ça peut être vraiment très chouette d'aborder des choses avec quelqu'un qui a fait court, long, en anime et qui va maintenant vers le live action, quoi. C'est peut-être quelqu'un d'intéressant. Ok. Intéressant, on se note. On se rapproche tout doucement de l'heure de l'apéro. Quelle serait ta boisson apéritive favorite à toi? Ça va être très local, hein. J'adore le crément. Yes. C'est je trouve ça super. Voilà, moi je sais qu'avec ma femme, quand le week-end arrive, en général, on aura tendance à ouvrir éventuellement une petite bouteille de crément pour l'apéro. Mais voilà, qu'est-ce que j'aime aussi? J'adore le ginto. Je trouve ça trop bon. Voilà, mais souvent au super tonique. Du coup, au super tonique à Strasbourg de temps en temps, mais sinon à la maison tranquillement ou avec des copains ou voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie des boissons estivales que je trouve très très chouettes. Ou on parlait vélo avant et je crois qu'il y a rien qui est meilleur qu'une bonne bière après un vélo. Top. Écoute, merci infiniment de ta disponibilité et de cet échange. Moi j'ai appris énormément de choses sur un peu les coulisses. Très intéressant. C'était assez ouf. Merci infiniment. Merci à toi aussi, Victor, de m'avoir accompagné sur cet épisode. Avec plaisir. Et puis on mettra tous tes liens dans la description, toutes les rêves qu'on a cités aussi pendant l'échange. J'en ai un bon paquet là. J'ai une feuille à 4 et demi qui est remplie de petites rêves. Donc c'est cool. Et puis on se tient au courant. À très vite. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi beaucoup. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.